Voilà. Bon, donc je disais bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux et très honoré de pouvoir accueillir aujourd'hui Jacques Arnoux sur un sujet qui est absolument formidable. Alors c'est amusant parce que quand on descend les escaliers, généralement, les communicants, ils essayent de nous rappeler tous les points clés. Quand on arrive ici, de toute façon, je dirais ce que je veux, parce que c'est un peu l'optique aussi des chercheurs d'aller là où on les attend pas. Et moi, surtout, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'affiche qui est derrière vous, c'est en fait, c'est historien des sciences. Parce que historien des sciences, alors, ils sont encore un peu jeunes, l'histoire, ils n'aiment pas, généralement, mais ça va venir. Et l'historien des sciences, ça permet de comprendre tellement de choses, alors que ce soit aéronautique ou spatial, et ça permet de comprendre tellement d'évolutions, et ça permet de comprendre les démarches, et ça, c'est tout à fait fabuleux. Et à partir du moment où on a compris le passé, eh bien, on peut commencer à imaginer le futur. Et c'est toujours ce que je crains d'ailleurs avec les nouvelles pédagogies, c'est qu'on avait mis en place des pédagogies qui nous ont permis d'avoir ces fusées, d'avoir ces avions. Et aujourd'hui, on est en train de changer les maths, la physique, et je me dis, est-ce qu'on sera encore capable de faire ça demain? Je n'en suis pas sûr. Et c'est toujours en voie de voir. Je vais vous céder la parole, parce que c'est votre conférence, c'est pas la mienne, naturellement. Je vous remercie encore vraiment beaucoup de vous être libérés. Je vais donner la parole à un représentant d'Ipsa-Vega, parce que c'est eux qui vous ont invité, et là encore, une très très belle conférence. Donc je vous cède la parole avant tout. En tout cas, merci Jacques Arnoux d'être venu aujourd'hui. Donc vous êtes historien des sciences et aussi théologicien. Vous êtes chargé au CNES des questions éthiques. Donc le domaine du spatial, c'est un domaine d'avenir pour le futur, notamment actuellement avec Thomas Pesquet, Elon Musk ou encore le James Webb, qui font parler d'eux assez souvent. On a aussi en fait l'émergence de l'activité spatiale dans le domaine du privé qui commence à arriver. Donc aujourd'hui, vous pourrez peut-être répondre à des questions, par exemple, quelle est la place de l'exploration scientifique face à des opérations peut-être ça s'appelle commerciales ou encore minières, ou pourquoi pas de colonisation. Pierre, merci d'être là aujourd'hui. Merci pour ces deux mots d'introduction et l'accueil de votre part. Désolé pour les quelques minutes de frayeur que je vais vous faire, mais c'est le métro, c'est pas l'arrivée sur Mars, c'est les 7 minutes d'angoisse, aucune communication. Voilà, c'était un peu plus long que 7 minutes, mais ce n'était pas pour des questions martiennes. Donc tant mieux. Donc merci pour votre invitation. J'ai appris en arrivant par un d'entre vous que j'étais à la fois précédé et suivi par d'éminents collègues du CNES. Donc, vous allez entendre Christophe Bonaille il y a quelques mois, Michel Vizeau, et bientôt Francis Rocard, si j'ai bien compris. Donc ça, non, je ne mets pas dans la crème du CNES. Vous avez par ailleurs la crème du CNES. Et puis sans doute aussi plus tard, je vais dire des plus jeunes collègues, parce que dans tous les cas, nous sommes plutôt là, ceux qui ont fait carrière au CNES et qui continuent à y travailler. Mais il y a aussi de très beaux parcours qui commencent au CNES. J'espère qu'ils se suivent. Il me semble que dans la mémoire un peu plus longue de l'IPSA et de vos conférences, Béatrice, qui m'est très chère, que vous avez appelée ici, qui m'a parlé avec beaucoup de cordialité de l'accueil que peut-être pas vous, mais vos prédécesseurs lui avez réservé. Donc je suis venu ici avec beaucoup de plaisir. Oui, donc cette question, j'aime bien les questions. J'aime bien les questions et je ne cherche pas à y répondre nécessairement, parce que c'est très présent, trop présomptueux de ma part, mais je crois qu'il est bon de se poser des questions, y compris quand on est à votre place, de l'autre côté de ce terrible fossé qui nous sépare, en essayant d'y apporter quelques éléments de réponse. Voilà, des éléments de réponse, c'est ce que je vais essayer de vous apporter maintenant, en espérant surtout que, à la suite de mon petit topo, alors sans image, ça a surpris certains, mais je laisse ça aux ingénieurs, aux scientifiques qui ont des choses à montrer, importantes, des formules, des images incroyables. Moi, je ne peux qu'aller sur Internet, copier des images que vous connaissez déjà. Donc, je mets des images quand vraiment elles sont un peu originales, ou alors que vraiment je me sens incapable d'expliquer quelque chose par les mots. Je crois à la puissance des mots quand même.
Et donc surtout, bon, je pense que dans mon topo, je ne vais pas vous dire des choses que vous ne comprendrez pas parce que vous êtes déjà dans le domaine du spatial, pas de question. Mais après, bien sûr, réservez vos questions et j'espère qu'il y aura un peu d'échange, parce que sinon, il n'y a pas pour moi aucun intérêt. Je viens ici pour mon intérêt, soyons clairs. Donc, mon intérêt, c'est d'avoir vos questions. Alors, donc évidemment, quand on organise un cycle de conférence ou une conférence, la question c'est toujours alors, quel titre vous donnez à votre conférence? Première chose, on est à 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, ça fait un peu de temps que vous me contactez, on se dit bon, on va avoir un titre. Donc, quel avenir pour la conquête spatiale? Ok. Et puis finalement, pour commencer, je vais prendre un mot de ce titre, le mot de conquête. Pouvons-nous encore aujourd'hui parler de conquête spatiale? Ça peut vous sembler étrange comme question, mais c'est une question que nous entendons. Quand je dis nous, c'est voilà, dans l'espace, et peut-être même plus largement, appartenant à une société qui parle souvent du spatial aujourd'hui, tant mieux, mais il semblerait que le terme de conquête, pas il semblerait, pour certains d'entre nous, de nos sociétés, le mot de conquête spatiale, le mot de conquête en particulier, doit être banni. Ces temps-ci, nous fêtons les 60 ans du CNES, le Centre national d'études spatiales, pour ceux qui ne sauraient pas. Mais maintenant, vous devrez le savoir, parce que après deux anciens, enfin deux déjà du CNES qui m'ont précisé. Donc, nous fêtons cette année donc, les 60 ans du CNES, créé en décembre 61, l'époque, Général de Gaulle, les grandes institutions, enfin tout ça. Une époque qui est évidemment très lointaine pour vous, et qui, moi, n'est pas si lointaine que ça, elle n'appartient pas à ma préhistoire. C'est largement ma préhistoire, mais pas la mienne. Je l'ai dit, je n'étais pas très âgé. Nous fêtons donc les 60 ans, et mes collègues de la com décident de faire un objet. Il y a 30 ans, je n'étais pas encore rentré au CNES, mais j'avais peu de temps après, j'avais découvert un très bel ouvrage, un très beau livre d'histoire des 30 premières années du CNES. Ça ne me rajeunit pas, c'est que j'ai participé, sinon aux 30, en tout cas, à 25 années qui ont suivi. Et puis, il y a 20 ans, on n'a rien fait, on a fait un très grand colloque à la Sorbonne, un peu comme hier matin, pardon. La rencontre à la Sorbonne de MAPC, que vous avez évoqué tout à l'heure, pour les plus jeunes que nous. Et puis, il y a 10 ans, on a fait un gros livre, une espèce de dictionnaire avec tous les mots spatiaux, des définitions qui étaient demandées à une centaine d'auteurs proches ou lointains du spatial. Et puis cette année, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire un portfolio, 60 images qui, pour nous, représentent, illustrent les 60 années de notre histoire. Bien. On me demande, parce que je prends un peu la plume d'écrire, je ne sais pas fou, qui accompagne ces images, et l'éditeur dit, bah, maintenant, il faut trouver un titre. On fait une conférence. Quel titre donner? Alors, vous n'avez peut-être pas encore publié beaucoup de bouquins, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous, vous êtes des auteurs anonymes, mais l'éditeur aime bien avoir la maîtrise du titre. Ce qui se comprend parce que le titre, c'est comme ça que vous vendez quelque chose. Vous vendez une conférence, vous vendez un projet, vous vendez une association, et vous trouvez un titre qui soit sympa. L'association des anciens élèves dit que ça. Bon, quand vous serez un ancien élève, trouvez un truc un peu plus sympa, parce qu'ancien, vous verrez, quand on commence à prendre de l'âge, c'est pas sympa. Bon, bref. Bon. Alors, le lecteur nous dit, bah, à la conquête du cosmos. Ah non, pas de conquête. Dans les hautes sphères du CNES, il y a eu des voix qui ont dit, non, en termes de conquête, parce que, voilà, c'est conquérant, c'est prise de pouvoir, aujourd'hui, il faut être sustainable, il faut être protection, il faut être respect. Puis finalement, l'éditeur a dit, bon, oui, non, pour vendre ce produit-là, ça s'appelle la conquête du cosmos. Donc, il nous a imposé ce titre. Et j'en suis très content. Parce que, c'est ce que je vais essayer de vous montrer un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, l'espace est encore à la fois un territoire à conquérir, un territoire au sens large. C'est ça qu'il faut essayer. Alors, dans l'histoire des techniques, ce mot de conquérir a évidemment pris des figures un peu particulières.
Il se trouve que hier, j'étais dans un autre lieu de formation dans les sciences et les techniques, un autre haut lieu que le vôtre, qui est le CNAM. Le CNAM fondé donc, vous savez peut-être, mais moi la Révolution française, avec l'idée de promouvoir les sciences et les techniques. Donc on est dans l'époque de la Révolution, l'époque des Lumières, l'époque de l'encyclopédie, où de fait les sciences et les techniques doivent ouvrir nos sociétés à l'avenir. On est vraiment dans cette problématique d'aujourd'hui, quel avenir? Et à cette époque-là, je me dis, bon, oui, j'avais ça en tête en préparant cette vidéo d'aujourd'hui, je me disais, c'est sûr qu'à l'époque, la conquête de l'espace, ça ne devait pas exister. Les fusées, elles existaient déjà, mais c'était juste pour envoyer l'ennemi d'en face. Et j'ai trouvé un texte dans lequel il est question de conquête du cosmos. Alors, c'est un texte un peu original, mais comme on m'a présenté comme historien des sciences, je vais faire l'historien, mais l'historien peut avoir des moments de rigolade. Hein, enfin, c'est un texte satirique qui vient d'un journal anglais et qui a été publié en 1808. Et le journaliste prête le propos suivant à l'empereur Napoléon. Alors, aurait dit Napoléon, je pourrais constituer une armée de ballons. Parce qu'évidemment, à l'époque, ce qui pouvait voler, ce n'était que des ballons. Des ballons dont Garderin, un des premiers aérostiers, serait le général. Et je pourrais donc prendre possession de la comète. Cela me permettra de conquérir le système solaire. Conquête de l'espace, le premier titre nous apparaît en 1808 sous la plume, et ensuite aurait poursuivi Napoléon, j'irai avec mes armées dans les autres systèmes, et enfin, je pense, je rencontrerai le diable. Évidemment, ça va se terminer comme ça, puisque c'est un Anglais qui écrit ces propos de Napoléon. Alors, on sait que Napoléon, en fait, n'était pas si fanat de ces ballons. Il a ramené des ballons dans la campagne d'Égypte, et puis ça n'a pas très bien marché, donc en rentrant, il a supprimé les fabrications de ballons, et il faut attendre quelques dizaines d'années pour que les ballons reviennent, et servent non pas évidemment à la conquête du cosmos, mais déjà à la conquête de l'air, c'était déjà une sacrée aventure. Vous savez bien, quand il faut commencer à dessiner un avion, peut-être dessiner les futurs ballons, ce n'est pas si simple que ça. Le terme de conquête spatiale a été utilisé après Napoléon, pendant presque 2 siècles, dans les années 60, pour désigner le début de l'ère spatiale. On parlait très volontiers, là, une fois encore, c'est dans ma jeune histoire, de conquête de l'espace. C'est un terme que j'ai souvent utilisé quand j'étais beaucoup plus jeune que vous, les gamins, et qu'on parlait des missions Apollo. C'est la conquête de l'espace. Conquête qui était, à cette époque-là, surtout un terme de compétition. En ces temps-là, c'était la guerre froide, malheureusement des espèces de résonance. C'était la guerre froide, et vous savez, vous saurez, si vous avez un peu plus d'histoire, que une des manières de gérer ce conflit a été, avec Kennedy, au chef de l'époque, de dire on va se lancer dans la course à la compétition pour savoir quel est le premier qui arrivera sur la Lune, enfin, arrivera à poser un homme, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'astronaute femme, en tout cas pas pour aller sur la Lune. Et donc, par cette déviation vers l'espace, de gérer un conflit et de faire en sorte qu'il reste le plus froid possible. Et ce qui effectivement était le cas. La conquête de la Lune, la compétition de la Lune, a été un facteur pour tempérer les ardeurs guerrières, et même, plus loin de ça, pour commencer à affaiblir le monstre, l'ours soviétique. Donc, conquête, nouvelle frontière, disait volontiers, et disent encore aujourd'hui, mais disaient déjà à l'époque les Américains, le Far West, l'esprit vers l'Ouest, donc la nouvelle frontière à franchir, l'espace s'était présenté comme ça. Une compétition donc une conquête en forme de compétition, qui n'empêchait pas, petit à petit, j'aime bien quand même le rappeler, un début de coopération. Quand nous fêtons les 60 ans du CNES, nous fêtons en fait quasiment immédiatement le début de coopération dans le domaine spatial de la France avec d'autres nations. Alors, ça a commencé par les États-Unis. Les premiers ingénieurs qui sont entrés au CNES
il y a un grand nombre d'entre eux, enfin, j'entends en termes de proportion, ils n'étaient pas très nombreux, c'était peut-être une dizaine, une quinzaine, sont partis aux États-Unis pour se former, et en tout cas partager, parce qu'ils avaient déjà des connaissances, mais partager avec nos collègues américains, et commencer une coopération qui se continue aujourd'hui. Et bon, grâce à quelques personnages qui à l'époque, enfin, les premiers patrons de presse avaient immédiatement cette vision en disant de toute façon, notre agence nationale n'a d'avenir que si elle est internationale. Enfin, sinon internationale, du moins qu'elle intègre immédiatement une coopération internationale. Donc, immédiatement, coopération avec les Américains. Ça ne veut pas dire qu'on est devenus les meilleurs amis. Hein, quand les Américains ont dit « Ouais, mais attendez, vos satellites, on veut bien vous les lancer, mais seulement s'ils sont expérimentaux, pas s'ils sont commerciaux. » Là, on s'est dit « Peut-être qu'on lance nos propres lanceurs. » C'est ce qui nous a stimulé pour développer nos propres lanceurs. Donc, c'est une coopération, c'est toujours quand même en sachant un peu qui on va voir. Et quelques années plus tard, en 62-63, quand De Gaulle est allé visiter, je pense, 63, faire une grande visite en Union soviétique, il est allé visiter, c'est le premier chef d'État de l'Ouest à visiter la base de Baïkonour, donc zone de lancement, enfin, lieu de lancement mythique, légendaire, historique de l'Union soviétique, encore aujourd'hui, même s'il y a un peu d'accent, et donc un début de coopération avec l'Union soviétique, qui date du milieu des années 60. Donc, comme ça, je vous dis en passant ce que ça peut signifier, la situation dans laquelle nous vivons actuellement. En termes, ça veut dire que presque 50 ans de coopération sont mises en danger, comme jamais ces liens n'ont été mis en danger. Vous avez peut-être entendu que moi, les équipes de ce niveau, ces équipes russes, ont quitté la Guyane. Ceux qui construisaient les réacteurs du deuxième ou troisième étage de Vega ne nous fournissent plus. Donc on a encore 2 ou 3 Vega après être terminé. Et puis, des tas de choses comme ça, et je vois bien chez mes collègues, hein, c'est vraiment un coup dur, parce que c'est pas seulement dire aujourd'hui je travaille avec les Russes, c'est 50 ans de coopération, d'esprit de coopération, de temps où on apprend la culture, la langue de l'autre, on échange, on boit de la vodka, on emmène des Russes en Guyane, vous imaginez, enfin bon, tout ça, qui là sont mis à mal, mais très brutalement et très violemment, avec entre autres patron de l'agence spatiale russe, mal qualifié. C'est au moins, pour le moins, étonnant. Après cette période où le terme conquête avait non seulement un sens, mais était très présent, était utilisé, vous savez bien, bon, la date c'est 1972, dernier équipage américain sur la Lune, retour sur Terre. Et ce retour sur Terre, bon, avec une occupation de l'espace autour de la Terre, des orbites terrestres, et le déploiement de satellites, pas encore des constellations, des satellites, qui vont nous faire découvrir l'espace utile. C'est vrai que l'on parlera beaucoup moins de conquête, mais beaucoup plus d'un début d'exploitation de l'espace, en tout cas des orbites spatiales autour de la Terre. Avec les premières stations, les Russes sont très forts dans ce domaine-là, c'est encore soviétique à l'époque, les Russes, pendant que les équipages tournent autour de la Terre, heureusement on ne les abandonne pas, et puis cet extraordinaire programme, qui est le programme de l'ISS, l'ISS a 20 ans d'existence en orbite, c'est-à-dire que c'est un programme qui a 30 ans au moins de préparation, tout ce que je disais à l'instant, parce que c'est un programme assez intéressant dans la mesure où chacun des partenaires a une existence comme telle et dans un pluripartenariat. Les États-Unis, la Russie, le Japon, l'Agence spatiale européenne avec tous les pays qui sont derrière, donc, et tout ça étant un multilatéral. Petit à petit, ce que l'on peut tirer de l'espace. D'où la différence. C'est vrai, les termes de conquête, évidemment, de l'exploration continue. C'est dans les années 90 que le télescope Hubble va être envoyé. Il y a un symbole de l'exploration. Aujourd'hui, il est remplacé en train d'être remplacé par le James Webb, dont je citais tout à l'heure. C'est la part, vraiment,
non pas noble, mais en tout cas que la partie noble, que l'on considère comme noble de la conquête, l'exploration du système solaire à travers des missions de sondes, de robots de plus en plus complexes. Vous vous souvenez que moi, les aventures des robots martiens, après une fois que les 7 minutes d'angoisse sont passées, que le robot vient d'arriver, il commence à se balader. Donc, ce retour, mais quand même malgré tout, pour ce qui est de notre appréhension du spatial, parce que l'exploration, bah, évidemment, l'exploration c'est en avant, c'est un peu loin, il y a tout de même en revanche, ce retour, sinon sur Terre, du moins autour de la Terre. En gardant tout de même un œil vers ce qui avait été la conquête spatiale des années 60 et 70, parce que beaucoup de discours pour présenter, valider les travaux des volabilités, c'est-à-dire nous préparons la suite. Nous ne nous contentons pas de tourner autour de la Terre, magnifique mission de Thomas Pesquet, qui est devenue une des idoles de notre société, qui le mérite tout à fait. Mais voilà, c'est pas uniquement pour tourner autour et prendre des magnifiques photos de la Terre, ces photos ont déjà toutes été prises. Pour avoir un peu travaillé sur les photos d'un précédent astronaute qui avait volé 20 ans avant Thomas, il avait passé le même temps à bord d'une station Mir, sans doute un peu plus rustique que l'actuelle station spatiale internationale, mais ça reste quand même rustique. On voit la taille des petits box. Okay. Et puis je pense que les odeurs et tout ça doivent être un peu les mêmes. Bon. Tout ça, ça fait partie des choses qu'il faut quand même supporter. Donc, pendant ces 20 ans, il y a des tas de choses qui ont évolué, mais les photos sont les mêmes. On est passé simplement de l'argentique au numérique. Et puis, vous les recevez quasiment en direct sur votre smartphone. Il y a 20 ans, ça n'existait pas, et Jean-Pierre Méret, c'est celui que j'ai en tête, avait envoyé son journal 3 fois, je crois, durant ces 6 mois, qui ont été publiés par Le Figaro sur une demi-page, et c'était à l'époque un exploit médiatique. Bon, voilà, c'est là que vous voyez que le temps passe, les technologies changent, et les moyens de communication aussi, et tant mieux. Mais voilà, on tourne toujours en rond. On nous dit donc, et c'est vrai que ce faisant, quand on voit l'état, quand Jean-Pierre est descendu de sa capsule Soyouz au bout de 6 mois de présence dans la station Mir, et que Thomas descend soit de sa capsule Soyouz, soit de la capsule Dragon de 6 mois de séjour, ils n'ont pas du tout la même allure. Ça veut dire que ce sont les mêmes personnes en termes de capacité physique, la sélection n'a pas beaucoup bougé, donc on a à peu près les mêmes formats, les mêmes, dirais-je, préparations avant la mission. Ça veut dire que pendant ces 6 mois, il se passe des choses qui permettent de mieux gérer l'état de santé des astronautes et faire en sorte que quand ils vont débarquer au bout de 6 mois, ils ne sont pas des navettes. Pas que Jean-Pierre était une navette, mais il n'était quand même pas en grande forme. Heureusement qu'il y a un comité d'accueil. Sinon, il ne sortait pas de son Soyouz. Donc, si vous imaginez 6 à 9 mois de voyage à Mars, il faut qu'en sortant de la capsule, vous savez qu'il n'y a pas du tout de comité d'accueil. Les Martiens, on les cherche toujours, donc il faut vous débrouiller par vos propres moyens. D'où l'intérêt, effectivement, de préparer entre autres. Aujourd'hui, il y a du nouveau. Enfin, depuis une dizaine d'années. Tellement du nouveau que le nom, c'est même New Space. Aujourd'hui, tout le monde connaît, qui pendant un certain temps a pas mal agacé les gens qui n'ont pas du All Space, c'est quand même pas très sympa, disons de l'espace historique, celui des acteurs qui ont fait qu'il y a 60 ans, en France, on développe du spatial, aux États-Unis, en Russie. Ces gens-là ne sont plus nécessairement les mêmes, mais ces structures-là sont plus bas, elles existent, elles produisent, elles innovent, donc c'est vrai que dire les autres, il y a du space et vous, vous êtes les vieux, bon, ça ne faisait pas plaisir. N'empêche que ces acteurs, vous avez évidemment cité le très très singulier Elon Musk, ont bousculé, même plus que ça, ébranlé, détruit même peut-être, certains éléments qui nous semblaient, parce que moi je suis parti des vieux, mais je pense ça très bien, faisait partie de ce qui nous semblait établi. Voilà. Ariane Space a 50% minimum du marché des lanceurs. Voilà. Les États sont les acteurs principaux. Puis c'est les États classiques. Bon. Alors, il y a des nouveaux États qui apparaissent qui disent nous aussi on va en faire. On envoie des sondes. On va aller
Les Chinois, c'est pas parti. Eux, ça fait longtemps qu'ils y sont. Les Indiens aussi, ça fait très longtemps qu'ils y sont. Aussi des gens avec lesquels nous avons coopéré depuis longtemps. Mais les Émirats Arabes Unis qui ont des sondes, enfin, et puis des pays qui, sans avoir nécessairement toute la structure, achètent des satellites, achètent des lancements et développent toute une activité spatiale de très haut niveau. Donc tout ça, ça fait beaucoup bouger. Et surtout par rapport, je reviens en termes de conquête, c'est que dans la tête et dans la bouche de ces nouveaux acteurs, on retrouve le mot de fond. Il est clair que les acteurs en particulier du privé, Elon Musk, parce que ce n'est pas un conquérant, je vais vous regarder avec des grands yeux étonnés. C'est clair que ce type, il a la place qu'il occupe aujourd'hui parce que ça fait des années qu'il a une tête, un esprit de conquérant. Et quand il vous présente des projets, il y a tous des projets évidemment qui sont de continuer à développer l'exploitation des ressources que peuvent offrir les orbites autour de la Terre, donc ces constellations, tout ce qui aujourd'hui fait, on en parlait de lui, mais qui est l'essentiel de son travail. Hein. Voir ces lanceurs utilisables et puis aller lancer des constellations. C'est vraiment l'espace utile qui s'est développé autour de la Terre et qui continue. Ça, c'est quand même une conquête de marché. Il a conquis le marché des lanceurs. Je pense qu'il n'y aurait pas du tout. Enfin, il utilise ce mot-là et il n'a pas peur surtout de le mettre en œuvre. Mais aussi, il nous propose des projets, soit associés à la NASA, mission lunaire, soit des projets martiens qui ont quand même toutes les allures de ce qu'on appelle une conquête. J'ai eu la chance d'être à la conférence internationale où il a présenté pour la première fois son projet martien il y a quelques années. Et c'est clair que vous voyez une magnifique vidéo. Alors, c'est intéressant parce que j'en ai vu des vidéos hein, où on présente des projets, des futurs voyages martiens, etc. Donc c'était un énième que nous voyions, avec quelque chose qui s'en infusé quand même, un peu différent peut-être, énorme, elle peut être énorme pour aller sur Mars. Ce qui est assez drôle, c'est que, moi j'avais des collègues qui disaient on va jamais faire un vaisseau de cette taille-là, un équipage avec 100 personnes dans ce truc, c'est pas encore fait, etc. J'avais dit que c'était fait. Et puis, à la fin de sa présentation, lui avait des images, tout, du son, enfin, pas comme moi aujourd'hui, hein. Et c'est Elon Musk, un grand joueur américaine, pas tout à fait, pas aussi charismatique que Steve Jobs, mais assez étonnant, je demande dans sa retenue. Et à la fin, il dit ah oui, tiens, je vous montre encore une photo, et c'est dans mes ateliers. Et on vient de terminer la construction du premier segment de la fusée dont je vous ai montré une vidéo. Ça, c'était un peu différent, parce que d'habitude, on avait une vidéo, voilà ce qu'on fera dans 10 ou 20 ans, 10 des gens, là, voilà ce qu'on va faire, et puis on a commencé à construire la fusée. C'est celle qui actuellement est sur sa base au Texas, qui va lancer, je ne sais pas trop d'où, parce qu'il y a des problèmes environnementaux, mais peut-être Canaveral, enfin, peut-être avant la fin de l'année. Bon, alors c'était il y a quelques années, je parle d'une conférence en 2016, je crois. Mais bon, 6 ans pour construire un truc pareil, enfin, vous êtes du milieu, il n'a pas pris tant de retard que ça. Donc, et ça, c'est un côté conquête. Conquête, tu me dis, on va aller sur Mars, et puis on va installer, alors là, on va encore plus loin, des systèmes martiennes, des choses qui sont beaucoup plus à des films de science-fiction. Là, je ne suis pas certain qu'il ait construit le premier, je sais pas quoi, la première baie vitrée de la première colonie martienne. Bon. C'est pas. Donc, il y a de nouveau un aspect concret. Exploration, installation, voire même colonisation. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, il y a, et c'est ça qui est intéressant aussi, un débat. Parce que la conquête, dans les années 60, quand un président charismatique comme Kennedy disait j'ai décidé que les États-Unis allaient lancer un programme spatial pour qu'il y ait un Américain sur la Lune dans la décennie à venir. Là, en cours, tout le monde suivait, bon, on comprenait qu'il y avait un aspect politique et que c'était peut-être pas complètement idiot, mais on ne parlait pas d'exploitation, de colonisation, et vous savez que le drapeau américain, parce que tout un débat régulier sur le drapeau. D'abord, les Américains sont bien allés sur la Lune. Si parmi nous, il y en a qui en doutent,
Bon, allez voir, il y a des bonnes choses là-dessus, et puis il y a encore quelques témoins. Bon. Si vous leur posez la question, vous prenez un risque. Parce qu'il y a un type un jour qui a abordé Buzz Aldrin. Bon, je ne sais pas combien il reste maintenant, ils sont très très nombreux à être représentés sur la Lune. Ils sont combien? 3. Charlie Duke, Buzz Aldrin, non? Buzz Aldrin, et une personne qui fait plus de. Il se présente plus en public, je crois. D'accord. C'est les deux seuls qui se présentent en public qui font les conférences. Bon. Je n'ai jamais osé poser la question à Buzz Aldrin, je dis deux fois, je crois. Et parce que vous avez une vidéo qui. Vous voyez que quelqu'un lui pose la question et il était quand même plus jeune qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est un monsieur quand même un peu âgé, je pense qu'il ne se resterait pas à ce genre de sport, et puis envoyer un crochet droit ou gauche assez dynamique. C'est pas une preuve qu'il est allé sur la Lune, c'est une preuve que ça l'agace un peu. Charlie Duke, qui est quelqu'un de plus doux sans doute, quand il vous raconte, j'ai eu la chance d'entendre il y a quelques mois, quand il vous raconte, vous étiez peut-être dans une c'était Montrouge. Montrouge, oui, c'est ça, donc pas très loin d'ici. Bon, je n'ai pas pu assister à la conférence dans la journée, et je l'ai rencontré juste après, enfin, pas tout seul, c'est clair. Et quand il nous raconte, il dit, bon, ou alors c'est un comédien extraordinaire, et certains aussi, parce que quand elle raconte, c'est intéressant aussi, ou alors vraiment, il est allé. Et il a vécu quelque chose qui, après, d'ailleurs, n'était pas évident à digérer. C'est intéressant. Bref. Tout ça pour dire que quand il plante un drapeau, a clairement été dit à l'époque, ce n'est pas une appropriation par les États-Unis du terrain sur lequel nous nous sommes posés. Il y a eu un texte de loi qui le présentait bien, parce qu'il fallait tout de suite calmer les critiques ou les ardeurs conquérantes de certains Américains, en disant le nouvel État américain. Bon. Non, c'est simplement de l'ordre du geste sportif. Je suis, si l'un d'entre vous, peut-être que ça a déjà été fait, le premier étudiant de l'EPSA à grimper en haut de l'Everest, si ça n'a pas encore été fait, ça peut être fait, eh bien, il a peut-être planté le drapeau d'EPSA en haut de l'Everest. Ça ne veut pas dire que le sommet de l'Everest appartient à l'EPSA, c'est ridicule. Bon, je pense que ce n'est pas le premier humain, mais on pourrait imaginer un truc comme ça. Voilà, c'est une valeur symbolique, une valeur de dire le premier homme était américain. Les deux premiers étaient américains. Quand on dit de coloniser, quand on dit M. Musk veut faire une ville, veut faire des colonies, là, on commence à dire c'est ça pour payer un terrain. Le premier qui va faire un hôtel sur la Lune, comment ça va jouer en termes de propriété? Et là, on rentre dans un domaine qui est une question pas très concrète et qui rejoint un petit peu la spécialité, ce que je ne vais pas revendiquer, mais en tout cas, comme ça, vous pouvez présenter à juste titre, peut-être l'expert éthique du CNES. C'est pour ça qu'on a aussi créé cette mission il y a une vingtaine d'années, en se disant l'espace, ce n'est pas que de la technique. Ce n'est pas que des sciences, ce n'est pas seulement faire parler la poudre, si vous voulez, mais c'est bien sûr, en France, on a une bonne tradition de poudre. Il faut la garder, surtout. Très fort. Mais c'est aussi des questions que nous devons nous poser. Nous-mêmes, acteurs du spatial, puisque c'était au sein du CNES que cette mission a été créée et qu'elle existe toujours, ou avec nos concitoyens, puisque nous sommes un organisme public et que nos budgets viennent des contribuables que vous êtes peut-être déjà, en tout cas vous deviendrez rapidement, nous sommes ici. Toutes les questions, c'est pour ça que je parlais des questions, je tiens beaucoup à ce que présente cette mission éthique comme une mission d'interrogation, recevoir des questions qui peuvent venir de vous, tâcher de rendre compte de ce que nous faisons, du sens, de la finalité de nos programmes, de leur intérêt, pour éventuellement, si on va avoir dans la figure, non, le truc, ça ne nous intéresse pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'espace, grâce précisément à ce phénomène du New Space, à travers aussi des médias, enfin, tout ce qui correspond à des changements de société, est une question qui est peut-être plus débattue qu'elle était auparavant. Et j'en suis très heureux. En 20 ans, j'ai vu ce qui était, voilà, des questions qui étaient plutôt en petit comité, bon, c'est une conférence, on rencontre des gens, des classes, de tout âge d'ailleurs, où il y a des questions, mais c'est un peu en fin de conférence, et c'est comme ça que l'on a petit à petit élaboré, sinon un savoir-faire, en tout cas des questions, des dossiers éthiques. Mais on voit bien qu'avec ces nouveaux projets
un peu futuriste, mais vraiment dans l'avenir, dans le futur. Plus, enfin, ces projets suscitent davantage de questions dans une société qui, on en parle beaucoup, mais c'est un très bon communicant, évidemment, comme les autres, Branson, en plus, je trouve. Et donc, il faut essayer de répondre, de donner des éléments, comme je dis, des éléments de réponse. C'est ça, comme ça que nous avons conçu, il y a une vingtaine d'années, cette mission éthique, et nous continuons à la concevoir. Donc, pas un mode de jugement, il ne s'agit pas de dire ça c'est bien ce que vous faites, ça c'est mal, ça vous avez droit, ça c'est pas droit, etc. Il y a d'autres lieux, d'autres comités d'éthique qui ont cette mission-là, mais nous, c'est plutôt de dire qu'est-ce qui est en jeu. Quand nous entendons dans ces projets actuels, entre autres du Space, mais aussi des autres, des projets qui commencent à remettre devant les mots de conquête, c'est très bien, mais aussi d'avoir plus seulement de l'exploration, plus seulement de la compétition ou lequel premier qui met un drapeau sur Mars. Sur Mars, c'est vrai que les Américains sont très forts. Hein. Il n'y a pas beaucoup qui réussissent à se poser sans casser la baraque et avoir quelque chose qui roule avec un drapeau de son pays. C'est vrai qu'ils sont très forts. Ils ont continué un peu sur ce côté de compétition qu'ils gagnent. Ils ont bien gagné. Mais là, on a de l'exploitation, de la colonisation. Donc, ça pose des questions. Je vais donner quelques exemples. Mais je disais tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je ne vais pas vous parler longtemps d'éthique, mais en profitez quand même pour introduire une chose. Vous avez déjà entendu parler, je pense, avec Christophe, Michel aussi, c'est que l'espace n'est pas un territoire hors la loi. Peut-être encore beaucoup de gens pensent, peut-être moins, parce que petit à petit, à force de parler du spatial, on introduit cet aspect-là, mais il y a un droit de l'espace. Il y a un traité de l'espace, en 1967, suivi d'un certain d'accord, sur une réglementation, voilà. Et aussi bien dans le domaine des débris spatiaux, sujet de prédilection, je ne sais pas de quoi vous avez parlé des débris, mais des débris, dans les débris, je pense évoquer évidemment la question de la réglementation. Michel Guizot, dans le domaine de l'astrobiologie, la question de la protection planétaire, il y a aussi pas des réglementations extrêmement fortes, mais il y a quand même des codes de bonne conduite, un certain nombre de standards, de principes, toutes ces réflexions-là. Évidemment que toute cette réflexion de type juridique ou réglementaire ne peut pas s'élaborer sans avoir en amont une réflexion sur les principes sur lesquels peuvent être fondées ces réglementations ou ce droit. Et la réflexion sur les principes, c'est déjà un élément important d'une réflexion éthique. Quelles sont les valeurs qui vont nous permettre de gérer nos comportements? La morale, mœurs, voilà. Il faut se mettre d'accord sur des principes qui vont pouvoir nous apprendre à gérer collectivement la manière dont nous réagissons les uns par rapport aux autres, dont nous réagissons à l'égard de notre environnement. Donc il y a, dans le propos du droit, il y a une dimension que je considère comme étant éminemment éthique, même si l'idée d'éthique spatiale est arrivée bien après, au début des années 2000, bien après donc l'élaboration du droit spatial. Et vous savez que, en termes de droit précisément, et c'est là qu'il y a des questions qui se posent quant à l'avenir du spatial, conquête ou pas conquête, c'est que, comme je vous le disais à l'instant, les propos, entre autres des acteurs du New Space, qui nous disent demain, on va aller exploiter les zones 3 de la Lune, pourquoi pas installer des hôtels, des parcs de loisirs, on va aller sur Mars, on va mettre des colonies. Oui, mais attendez, parmi les principes du droit spatial, il y a entre autres le principe de non-appropriation. L'idée que les corps célestes puissent être considérés comme un patrimoine commun de l'humanité. Ce n'est pas compatible avec le fait de dire j'arrive, je sors mes fils barbelés, je délimite un territoire, je creuse, j'en tire de l'hélium 3, je creuse les fondations d'un hôtel, je fais du business. Ça, c'est de l'appropriation. Donc, il y a une contradiction. Quand on même, suite à ces projets de New Space,
des États comme les États-Unis, le Luxembourg ou encore les Émirats arabes unis promulguent des lois pour soutenir les entreprises qui, dans l'avenir, tireraient des profits de l'espace en disant, voilà, venez chez nous et nous vous offrons notre protection, vous pourrez garder vos profits, ces États, eux aussi, semblent aller contre le droit, puisqu'ils font la promotion d'une appropriation d'un terrain ou de ressources minières. Donc il y a actuellement, parmi les juristes, peut-être un jour vous êtes un juriste, des noms, mais vous pouvez déjà inventer, parce que tous les juristes européens sont raison d'ailleurs. Mais voilà, il y a un sujet, enfin, des sujets à débattre. Donc ça évidemment, ça nécessite que nous y réfléchissions, que nous nous rencontrions pour en discuter sur à la fois la réalité de ces projets, ce que c'est bon, est-ce que vraiment ils ont ça en tête, et puis comment gérer tout ça. C'est une vraie question. Parce que derrière ça, il y a une question que je trouve assez intéressante, qui est une manière de décliner la question qui nous réunit aujourd'hui, c'est comment considérons-nous ou est-ce que nous considérons l'espace comme une ressource? Au fond, derrière, il y a un peu ça. Alors, à cette question, c'est intéressant parce que si on revient à l'histoire, désolé, mais bon, je suis un piètre historien des sciences, mais j'aime bien le retour à l'histoire, pour ce que disait justement votre directeur, parce que ça nous donne quand même des idées pour l'avenir. C'est ça que c'est intéressant. Si on va vraiment loin dans l'histoire, l'espace est une ressource, l'espace est un lieu, mais qui est interdit aux humains. Dans toutes les cultures humaines, l'espace, le ciel, c'est le lieu parfait, le lieu ordonné, parce que les étoiles circulent parfaitement, qu'on peut d'ailleurs se repérer au sol grâce aux étoiles, ou savoir où marteler le temps en regardant l'allure du ciel, etc. Donc, c'est l'ordre, c'est parfait, et nous, qui sommes imparfaits, nous n'avons pas le droit d'aller dans l'espace. Dans beaucoup de cultures, l'espace, le ciel, est interdit aux terriens que nous sommes. Il a fallu attendre le XVIIe siècle, il a fallu attendre la révolution astronomique, il a fallu attendre les travaux de Galilée, donc je pense que vous connaissez, pour que on dise, bah non, quand on regarde le ciel, il fait la même chose que la Terre. Il y a des taches sur le Soleil, des satellites autour de Jupiter, comme il y a un satellite autour de la Terre, il y a des collines et des ravins sur la Lune. La Terre est un astre comme la Lune, comme Jupiter, comme Mars. Pas de différence. Ça veut donc dire que, conclusion des astronomes du XVIIe siècle, que nous allons pouvoir aller dans ce territoire. Il ne nous est pas interdit, par qui que ce soit. Et l'acte de naissance du spatial, de l'astronautique, c'est le début du XVIIe siècle. Bon, c'est un peu de temps pour mettre en place la technique, mais ça c'est normal. Mais c'est parce qu'au XVIIe siècle, on a dit, mais non, c'est un territoire à explorer. Ce n'est un territoire. C'est devenu une ressource dès que nous avons pu y aller. Je vous ai dit tout à l'heure, dans les années 60, on a commencé à développer des satellites, développer les télécoms, développer l'observation de la Terre, la météorologie, plus tard la localisation, enfin tous ces usages. En fait, la ressource n'est pas nécessairement le territoire, mais en réalité les techniques que nous pouvons y installer, y développer. Les satellites, c'est une ressource extraordinaire qui est aujourd'hui indispensable à nos sociétés. Et c'est aussi pour ça qu'il faut une éthique. L'éthique, c'est lié, je disais tout à l'heure, à la manière dont nous nous comportons, la manière dont nous agissons. Dans l'espace, c'est ce que nous faisons d'abord, nous agissons. Donc, il faut absolument nous mettre d'accord sur la manière d'agir à l'égard de l'espace en tant que tel et à l'égard les uns des autres qui occupent l'espace. Donc, l'espace est devenu une ressource technique. Les orbites sont une ressource, alors, est-ce qu'on se les approprie? C'est un peu compliqué, parce que de fait, un satellite est mobile par définition, donc il est sur une certaine orbite, mais cette orbite aussi, dès qu'il est passé, il y a un satellite qui suit. Donc,
Donc, oui, j'occupe un emplacement mobile pour le temps de vie de mon satellite, avant que ça devienne des débris. Là, on peut faire la conférence de Christophe, on a. Mais c'est une appropriation temporaire. Donc, il faut déjà apprendre à gérer, nous avons appris à gérer l'usage, au mieux l'usage des orbites autour de la Terre, avec tout ce que vous connaissez comme difficulté à gérer, à nettoyer régulièrement, etc. Une autre ressource qui n'est pas liée à un territoire, c'est toutes les données que nous collectons et que nous transmettons dans l'espace. Ça, c'est un sujet qui est assez intéressant, dans lequel le spatial n'est qu'un outil. Quelqu'un m'a dit un jour, un satellite, au fond, c'est un grand tuyau, collecteur et diffuseur. N'importe, vous y réfléchissez, tous les instruments qu'on embarque à bord des satellites, donc vaisseaux satellites, et bien effectivement, il collecte, il envoie, en tout cas il récupère des données, et puis il va les diffuser ailleurs ou à l'intérieur du même endroit qu'il vient de collecter, mais un endroit précis pour partager, ou au contraire, donner qu'à certaines personnes l'information qu'il a pu récupérer. Et la gestion des données, c'est évidemment une question qui, techniquement, relève des agences spatiales, juridiquement, socialement, éthiquement, ne relève pas que des agences spatiales, mais aussi d'un certain nombre de réglementations qu'il faut mettre en place, que nous avons déjà mis en place, que nous devons encore mettre en place, parce que nous savons bien, les banques de données, et ces méga données, les méga banques de données, c'est un sujet éminemment sensible, parce que c'est une richesse, une ressource énorme que nous avons aujourd'hui entre nos mains, et que certains possèdent et tâchent de refiler contre quelques euros. Ça fait partie du business. Donc, il y a effectivement dans l'espace une forme de ressources un peu particulières qui sont les. Alors, mes collègues me disent, non, nous, c'est pas notre sort. Oui et non, parce qu'il y a quand même des capacités, une expertise technique qui permet de savoir quelles sont les quantités de données qu'on peut récupérer, comment on les récupère, dans quelles conditions, comment on les diffuse. Donc, il y a aussi un peu d'expertise technique et il faut, autant que possible, je veux dire, prendre nos responsabilités techniques vis-à-vis de cette question de l'éthique des données. Même si, une fois encore, c'était partie d'une problématique plus large. Alors, oui, l'espace donc est devenu une ressource. Si on regarde dans la projection future, oui, justement, ce que dit Space, enfin, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un enjeu parce que, qu'en est-il de ressources, c'est-à-dire territoriales, si effectivement les acteurs du New Space ou pas du New Space, les acteurs spatiaux, demain, vont effectivement s'installer sur la Lune, installer des activités commerciales en particulier, ou dire voilà, on va mettre des colonies. Là, il y a des questions de l'espace comme un territoire, comme une ressource comme territoire, donc il va falloir trouver les modes de fonctionnement. Et là, c'est pas grand-chose. On a quelques idées, on a quelques principes, mais on voit bien que ces principes sont un peu mis à mal par ces projets. Il y a beaucoup de choses à faire. On peut s'intéresser, on peut aller voir dans ce que nous faisons déjà ailleurs sur Terre. Le fond de mer, le patrimoine commun de l'humanité, l'Antarctique, patrimoine commun de l'humanité. Et nous voyons bien que l'Antarctique, qui jusqu'à présent était assez bien protégée, était uniquement entre les mains des scientifiques, qui d'ailleurs polluait quand même un petit peu, mais bon, c'est limité. Aujourd'hui, le tourisme se développe. Quand j'ai lu il y a au moins 2 mois maintenant que, alors, vraiment pour vous qui avez vu ça, ça vous intéresse au niveau technique, on a posé un Airbus 330, je crois, sur l'Antarctique. Plus lié uniquement à la navigation maritime, qu'on peut avoir des gros porteurs. Donc, je suis certain qu'il n'y a pas que des scientifiques à bord, et que demain, il y aura quelques touristes et qu'ils vont débarquer avec, je ne sais pas, déguster une cuisine française près de la terre à Delhi, avec champagne, du foie gras. Et voilà, vous passez une journée en Antarctique, ça vous coûte plusieurs milliers d'euros, mais j'ai fait l'Antarctique. Je dis ça parce que quand on parle, un certain nombre de personnes tapent pas mal sur le tourisme spatial, mais le tourisme terrestre n'est pas non plus toujours très net. Il y a aussi des tourismes d'élection. Vous savez que s'il y a beaucoup d'argent en Antarctique, ça va quand même coûter un peu cher, je pense. Donc,
il va falloir apprendre à gérer. Et là, on n'a pas encore les. Une ressource encore plus lointaine, territoriale, ça pourrait être une planète B. Vous entendez comme moi, des gens, mais depuis longtemps, soutiennent l'idée que nous pourrions trouver une planète, à moins qu'une construction d'immenses stations orbitales ou spatiales, pour pouvoir nous y réfugier, enfin nous, quelques-uns parmi nous, nous y réfugier et assurer une survie de l'humanité contre sur Terre, ça va vraiment aller de pire en pire. Donc, autre question éthique, alors très nombreuse, qui se pose par rapport à ce type de projet, y compris les questions de territoire. Ça pourrait être intéressant de demander à un juriste comment concevez-vous le droit territorial d'immenses stations orbitales dans lesquelles vivraient des colonies de milliers d'humains qui seraient tout terriens. Bon, voilà, vous imaginez plein de choses. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que par rapport à des questions qui sont vraiment d'actualité, que vous rencontrez, que vous, pas seulement vous rencontrez, je pense que vous intéresse aussi individuellement, c'est voilà, développement durable, résilience, diminution de la pollution, toutes ces choses qui touchent les domaines que vous étudiez aujourd'hui. Hein, le développement de la question, le changement spatial, je connais pas mal la question par alliance, j'ai aussi un peu, non pas travaillé, mais réfléchi avec ça. Bon, la charmante Greta agace quand même quelques personnes du monde de l'aviation. Et le spatial est aussi touché un peu par ça, parce que le tourisme spatial, il y a des critiques, enfin, nous entendons pas mal de critiques, alors ça n'a pas, il faut réfléchir, enfin, comment faire avancer les choses dans un sens qui soit raisonnable, et on dit pas que nous sommes au pied de la raison, pas les seuls, mais il y a peut-être aussi une certaine responsabilité par rapport à ça. Qu'est-ce qui serait un espace durable? Ce qui est intéressant, c'est que l'idée de durabilité, sustainability en anglais, existe dans l'espace depuis une bonne quinzaine d'années. Enfin, c'est entre autres l'institution dont vous avez peut-être entendu déjà parler, même certainement parce que je pense que Christophe en a parlé, donc le COPIOS, qui est un peu la phase spatiale des Nations Unies, a introduit cette thématique d'espace durable dans ses réflexions. Et c'est intéressant parce que vous connaissez tous le triangle durable, donc l'environnement, l'économie et le social. Il s'agit d'articuler ces trois éléments de manière à assurer un avenir aux trois éléments. Vous savez qu'il y en a trois. Pas que l'environnement, le social, l'économique et social, économique. Dans le spatial, ce qui est intéressant, c'est que, je vous expliquais tout à l'heure, l'aspect technique est très fort. L'environnement, oui, il existe, mais cet environnement est éminemment lié aux techniques qu'on développe. Donc ça ne veut pas dire que ça bouleverse tout, mais c'est un ensemble qui est assez, peut-être un peu plus compliqué, ou peut-être plus simple, je ne sais rien, mais en tout cas, il donne une spécificité. Il faut savoir que ce n'est pas attendu, voilà, 2020, la montée de quelques dossiers comme ça dans les médias. Ça fait quand même 100 années que nos collègues, entre autres à Vienne, donc au PPS, réfléchissent à ça. Donc c'est vrai qu'il faut mener une réflexion qui est proprement spatiale, mais comme je vous le disais aussi, se voir ce qui se passe sur Terre. Et vous citez peut-être le fond des mers, vous citez l'Antarctique, d'autres exemples où on a depuis longtemps trouvé dans le droit commercial, le droit territorial, le droit minier, il y a des solutions qui peut-être demain pourraient être appliquées dans l'espace pour que nous puissions nous-mêmes tirer profit du spatial. Si c'est pour le regarder comme ça de loin, de près, uniquement on allait faire du tourisme sur la Lune, soyons humains. L'humain a besoin de ressources pour se développer. Ça ne veut pas dire n'importe quoi, justement. On peut y réfléchir. Et ça, il faut la matière à réflexion et pour les plus jeunes, enfin pour vous, la génération qui vient, il y a encore plein de choses à faire, soyez certains que nous sommes loin d'avoir fait le tour du sujet. Pour conclure,
vos questions, bien sûr, je vous rappelle, donc vous avez encore quelques minutes pour les noter ou dans votre tête. En guise de conclusion, donc une dernière question. Je vous ai dit que j'avais des questions surtout. Au fond, de qui ou de quoi l'espace est-il le signe? Pour le moment, c'est pas ça. Je veux dire par là que toujours, c'est une question que je pose. Je ne vous la pose pas comme ça pour faire le malin. Mais au fond, l'espace nous révèle des choses. Il nous révèle des choses déjà sur nous-mêmes. Et ça vaut la peine de se dire, au fond, quand j'étudie un dossier spatial, quand j'étudie un débat qui a lieu au sein vis-à-vis du spatial de la société, qu'est-ce que ça me dit de l'humain que je suis et que nous sommes, des humains que nous sommes? Pierre disait, l'espace est le lieu des symboles. C'est vrai. Je disais tout à l'heure, l'espace, voilà, le lieu parfait, le monde des dieux, des anges, pendant longtemps c'était des anges qui poussaient les planètes, le monde. Donc, parce que l'espace, depuis l'émergence de l'humanité, était un écran. Un écran sur lequel les humains qui nous ont précédés, et nous encore aujourd'hui, nous projetons des images, nous projetons notre imagination. Qu'est-ce qui est parfait? Ce n'est pas nous, sur Terre. Il y a de très belles choses, il y a des choses qui sont un peu moches. Donc, mais le ciel, parce que le ciel, voilà, c'est la vie céleste, c'est la beauté du ciel. Vous savez, nous vient le cosmos. Je suis sourd, je dis que je suis vieux. Oui. C'est l'espace en russe. C'est l'espace en russe, c'est aussi l'espace en grec. Et donc les Russes sont... On peut encore continuer à parler russe. Vous savez qu'en ce moment, on a de documents. C'est terrible. Non, mais c'est terrible. Donc on peut encore parler russe, mais les Grecs, déjà avant, par une mode cosmos, désignaient quelque chose qui était d'abord une globalité. Alors que la Terre, on est sur un petit truc, on a une petite partie. Pour eux, la réalité, c'est ce qui nous englobe. La globalité. Alors, voilà. J'allais dire le soleil se couche et se lève, parce que c'est ce qui nous apparaît, mais c'est ce qu'ils voyaient aussi. Et donc l'ordre, c'est qui mesure le jour, la nuit, les saisons qui passent, le trajet, on peut même prévoir des éclipses. Tout ça est ordonné. Et donc la beauté. Parce que pour un grec, la beauté, c'est ça. C'est l'ordre, c'est la symétrie. Et cosmos, c'est ça. Ça signifie le beau, le grand, le tout. Cosmétique, même les hommes maintenant savent ce que c'est. Cosmétique, c'est ça. C'est ce qui met en avant votre beauté. Donc si vous n'êtes plus tout à fait dans les normes, ce qui rattrape pour être un peu plus beau. Et donc, on continue à projeter dans le ciel ces idées de beauté, ces idées d'ordre. On projette encore sur cet écran nos peurs. On dit que les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Ils n'étaient pas les seuls. Les dinosaures aussi ont eu peur. Trop tard, ils tombent sur la tête. Ils tombent sur la tête. Enfin, oui, ça peut arriver. Peur des craintes, des espoirs. On projette. Sur Mars, et nous construirons enfin une colonie parfaite. Nous construirons des immenses stations spatiales. Gérard Monnet lui dit quelque chose. Ingénieur de la NASA, qui a travaillé pour la NASA, ingénieur et même scientifique donc des années 70, qui a imaginé d'immenses stations, des cylindres, des domaines, vous pouvez aller voir. Et il a écrit, c'est pas seulement des livres, dans les années 70, 270 bien sûr, on allait aller sur Mars dans les années qui allaient suivre, etc. Et le discours qu'il a sur ces futures stations orbitales avec des milliers de personnes, ça va être le paradis. Parce qu'on va créer ces mondes tels que nous les voulons. On va
on va monter des petits jardins d'agrément dans lesquels on ne mettra que les fleurs les plus belles, les arbres avec les meilleurs fruits. On va surtout pas mettre les moustiques parce que c'est pique. Mais voilà, donc vous voyez, tout un monde, donc on projette nos espoirs. Le silence de Donnell, vous en avez un exemple dans le film Interstellar. Vous vous souvenez de la fin? Quand le gamin tire un ballon, et le ballon fait une espèce de courbe. C'est parce que vous êtes dans un cylindre de Donnell. Et c'est la mise en scène de ces rêves, de dire, voilà, c'est peut-être pas une planète B, mais l'espace comme une ressource d'une humanité qui ne peut plus vivre sur Terre, parce que c'est le thème d'Interstellar. Mais l'espace, donc, c'est déjà ça. Quand vous pensez spatial, pensez comme un écran sur lequel nous projetons un tas de choses. On parle d'espace, vous dites, tiens, il est en train de projeter quoi? Mais aussi, l'espace est un miroir de ce que nous sommes, de ce que nous faisons. Alors, évidemment, ça, c'est plus récent, depuis les années 60. Quand nous nous inquiétons, ou quand j'entends des gens me dire, oui, vous, genre l'espace, parce que l'espace, je suis très fier. Je ne pensais pas, il y a un certain nombre d'années, quand j'étais à votre place, travailler un jour dans le spatial, et vous avez transformé l'espace en poubelle. Vous en savez plus que moi sur les débris, parce que vous avez entendu Christophe. Oui, mais la Terre, on ne l'a pas transformée en poubelle. Vous pensez qu'on ne se soucie pas de l'espace, mais on se soucie beaucoup. Et il y a peut-être des choses que nous pouvons nous apprendre mutuellement. Quand on s'inquiète à juste titre des questions de la guerre en espace, ouais. Mais essayons d'apprendre des choses dans l'espace, de la manière dont nous gérons nos conflits, puis essayons de les appliquer sur Terre. Au fond, l'espace n'est pas quelque chose qui est différent de nous, ou qui ne concerne qu'une petite partie de nous. Vous allez transformer l'espace en poubelle. Oui, mais les satellites que nous envoyons, ils vous servent à tous. Moi, je suis ici parce que j'avais heureusement un smartphone. Il faut savoir, quand je suis sorti du métro, à savoir si à gauche, à droite, derrière, et bon, pour arriver quand même à l'heure. J'ai remercié Galiléo, le Galiléo qui est passé dans le coin. Oh, c'est son Galiléo. Je crois que maintenant, on ne sait plus trop. Hein. Les deux fonctionnent. Ah. Oui, oui. Et en tout cas, voilà, je ne sais pas lequel des deux, mais la coopération des deux a fait que je suis arrivé à bon port. On va dire ça comme ça. Je ne sais pas si on travaille avec Théo sur la localisation. Une dernière citation. Elle est de Carl Sagan. Carl Sagan est un astronome américain qui était un très grand vulgarisateur dans les années 90. Et en 90, précisément, il reçoit avec ses collègues de la NASA une image que vous connaissez, une image qui est prise par son voyageur, où on a en gros retourné la sonde et on a fait prendre toute l'enfilade de planètes que cette sonde avait observé, exploré depuis son départ de la Terre en 77, je crois, donc 13 ans auparavant, dont la Terre, on voit un tout petit point, dans une espèce de poussière. Et il dit simplement, regardez encore ce petit point, pas le dot, c'est le titre de son ouvrage, c'est ici. Notre foyer, c'est nous. Expérience particulière, au fond, nous ne sommes que ce petit point, et ce n'est que 17 ans de voyage. 13 ans de voyage. Donc, on pourrait ajouter encore 13 ans ou 30 ans, il y a bien. Mais c'est important, c'est que le c'est nous, c'est pas seulement la Terre, terrestre, planète, mais c'est aussi toutes ces orbites qui sont autour. C'est aussi le point de Lagrange où se trouve aujourd'hui un télescope. C'est tous ces endroits où nous sommes déjà allés, où nous sommes aussi présents. C'est de l'humain. Et nous en sommes responsables. Et l'avenir, pour terminer sur la question de quel avenir pour la conquête spatiale, d'abord, c'est une conquête. Ça pose beaucoup de questions quand on dit ce terme-là, mais justement, ça pose des bonnes questions.
qu'est-ce que nous voulons en faire, qu'est-ce que nous voulons y faire, comment nous allons gérer nos relations les uns avec les autres sur ces endroits que nous allons conquérir. C'est aussi une conquête intellectuelle, scientifique et technologique. Ça, vous êtes bien placé pour le savoir. C'est pas facile. Jamais facile. Parce que ce lieu, ce territoire n'est pas facile. Et donc, c'est pas nécessairement un territoire. Je dis, voilà, je mets le pied, je mets le drapeau, c'est à moi, mais en connaissance qu'il nous faut encore acquérir, encore conquérir, non sans peine. C'est le mot de Buzz, hein. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'innovation. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'innovation. Ça, c'est vrai. Donc, c'est vraiment important. On peut jouer sur le mot de avenir. L'avenir, c'est ce qui nous advient, c'est ce qui nous arrive, c'est ce qui nous tombe dessus. L'avenir, il faut s'en débrouiller. On aurait pu appeler ça quel futur. Souvent, on fait la confusion des deux. Le futur, c'est ce que je prends. Le futur, c'est ce que j'ai envie de faire. Quand vous vous interrogez, dites-vous, est-ce que je parle de mon avenir ou de mon futur? J'espère que vous parlez de votre futur. Qu'est-ce que j'ai envie de construire? Après, bon, on se dit, quand les années passent, bon, il y a mon avenir, il y a mon futur. Il y a des choses qui vont m'advenir, qui vont m'arriver, que je peux prévoir éventuellement, et puis des choses que je peux encore, justement, construire, préparer, élaborer, choisir. Donc, voilà, l'espace, c'est ce qui est bien, c'est qu'il y a, là, de ce point de vue-là, autant l'avenir que le futur est largement comme c'est ouvert à vos questions. Merci. Tout à l'heure, vous parliez des espaces territoriaux entre guillemets sur la Lune, etc. Est-ce qu'il y a des sanctions contre, par exemple, des projets qui ont pour objectif de privatiser une partie de la Lune ou des choses comme ça? Donc les deux autres sites entendent les questions. Parfait. Merci, excusez-moi, parce que c'est juste pour être sûr. Donc, il n'y a pas de sanctions. En fait, jusqu'à présent, l'espace a très peu de sanctions. Jusqu'à présent. Parce que, d'abord, là, vous parlez du projet. Bon, on n'est pas dans, comment ça s'appelle ce film Minority Report, hein, où avant même d'avoir fait un acte, vous êtes déjà condamné. Bon, on ne va pas commencer à. Je ne suis pas très fort en science-fiction, je fais le malin. Vous ne me posez pas trop de questions là-dessus, mais j'essaie de me cultiver parce que de fait, ce qui est très bien, c'est que les auteurs de science-fiction aident beaucoup à la réflexion éthique. Sur le temps passant. Vraiment. Donc, je ne sais pas comment en termes d'enseignement, mais on peut enseigner l'éthique grâce à la science-fiction. Ça peut être très attirant d'ailleurs, mais il y a vraiment des problématiques. Donc, on ne va pas sanctionner M. Elon Musk parce qu'en octobre 2016, il a fait des projets de colonisation et qu'il a dit en gros, je suis chez moi et je vais installer ceci. Non. La difficulté, enfin, le défi, c'est de préparer, là vraiment, donc, l'avenir parce qu'il y a des projets qui s'expriment et le futur parce que, on va dire, qu'est-ce que nous avons, de quoi nous avons envie. Quand j'ai évoqué les projets du New Space, je vous ai dit, bon voilà, ces projets plutôt voilà, de promotion, de conquête, etc. Et en gros, on va y aller, on fait du business. Bon, je vous ai dit que FAT, à côté de ces projets, quelques États se sont engagés en faveur de ces projets. Les États-Unis d'abord, le Luxembourg, en Europe, et puis les Émirats arabes unis, et on rappelle plus tard, qui ont dit, ouais, on vous soutient. Il y a une réponse, pas lors de la sanction, mais il y a une réponse à ces propositions. D'abord, une réponse un peu individuelle d'un certain nombre de juristes qui disaient, là, il y a des principes sur lesquels nous avons élaboré un droit. Alors, tout le monde n'a pas signé les traités d'espace, les accords, mais il y a tout de même un espèce de consensus qui fait que vous ne pouvez pas ignorer ces principes. Vous ne pouvez pas faire comme s'ils n'existaient pas. Donc, il faut que vous rendiez compte de vos projets par rapport à ces principes. Il faut donc en discuter. Et il y a des discussions entre juristes. J'insiste à l'un qui a une de ces discussions, et le juriste qui était plutôt pro-New Space disait oui, mais patrimoine commun de l'humanité, c'est complètement ringard,
c'est ridicule, voilà. Ok, bon, ça se discute, parce que pour l'instant, il y a des choses qui sont établies. On peut demain remettre en cause les feux rouges, mais jusqu'à présent, c'est quand même une bonne manière de gérer la circulation. On peut les enlever, on mettra un stop. Voilà, mais je ne sais pas, et ça se discute. C'est pas, ça ne peut pas être oublié aussi vite, 50 ans bientôt, 40 ans, le droit spatial est là-bas. Et puis, il y a certains qui disent qu'il faut aussi, pas seulement discuter, mais faire des propositions. Il y a aussi des groupes de juristes, en Europe, qui se sont dit bon, il faut qu'on se réunisse, ils le font, pour voir comment faire évoluer le droit. Et ça, c'est pas simple. Au fond, nous avons effectivement un droit qui est élaboré dans un certain contexte, avec un certain nombre d'acteurs. Au moment du traité d'espace, les acteurs étaient strictement publics, quelques nations. En 1967, il y avait quoi? 3-4 nations spatiales. Les États-Unis, l'Union soviétique, la France sur en 1965. Je ne suis pas sûr qu'il y en avait beaucoup plus, mais mettons, même s'il y avait 4 ou 5 nations qui étaient vraiment puissance spatiale, c'est-à-dire on est capable de construire des lanceurs et d'envoyer des satellites, très peu. Donc, c'est un droit qui était élaboré dans les années 60 avec des prévisions. C'était plutôt l'exploration, les astronautes, bon, voilà. Aujourd'hui, il y a des choses à rajouter. Donc, qu'est-ce que l'on va rajouter en sachant que ces principes, il faut en tenir compte. Est-ce qu'il faut y tenir coûte que coûte? Voilà, c'est non-appropriation, point. Oui, mais les juristes sont très forts, et ce que je dis là n'est pas tout péjoratif, pour essayer d'interpréter un principe, pour le faire, non pas avancer le principe, mais pour pouvoir faire avancer la manière de gérer ce principe. Hier, je discutais avec des gens dans le cadre du CNAM, mais on évoquait par rapport à l'espace, à la fois les fonds marins, il se trouve qu'ils avaient aussi un topo sur les forêts. Ouais. Mais pour gérer une forêt, c'est complètement différent. On aurait d'autres exemples, on aurait aussi la question des mines, mais je vais juste le rendre immédiatement. En France, comment sont gérées les forêts de l'État? Les forêts de l'État, donc, appartiennent à l'État. L'État, c'est nous, oui, plus ou moins. Enfin, je ne sais pas jusqu'à quel point les arbres m'appartiennent, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, comment gérer voilà, une ressource biologique qui s'appelle un arbre. L'État en France a choisi, il y a déjà pas mal de temps, de dire c'est pas moi qui coupe les arbres, c'est les bûcherons qui viennent, des bûcherons privés, qui viennent les couper, qui se servent et qui repartent, qui font leur business à partir d'une matière première qui est comme ça, brute. C'est le cas partout, c'est un truc extrêmement primitif. Parce qu'ils viennent avec un bûcheron, et même sur une secret, ils viennent, ils laissent ça, enfin bon, voilà, c'est une exploitation très rustique. Il y a d'autres méthodes qui existent aussi en France, mais très particuliers, où c'est l'État qui a ses propres bûcherons et qui va déjà faire une première transformation. Ce faisant, l'État gagne davantage. C'est tout l'art de, oui, à quel endroit se place le producteur, le premier transformateur, et ces choses-là. Pourquoi pas imaginer dans l'espace, justement, des formes de conventions, d'accords ou d'exploitation temporaire, là, tout en gardant une propriété qui soit commune, c'est-à-dire aussi une responsabilité commune, patrimoine commun de l'humanité. Et notre humanité a aussi des besoins. Il y a des choses à penser en termes de gouvernance. Donc là, il y a des choses qui se font en ce moment, des projets qui s'élaborent, un peu sous la pression du New Space, et tant mieux. Nous verrons bien quand les premiers projets du New Space se réaliseront, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les juristes se sont préparés un peu en avance, même s'ils n'ont pas dit c'est ça qu'il faut faire, il y a en tout cas des propositions qui ont été élaborées, avant de parler de sanctions. Dans d'autres domaines, parce que vous avez peut-être posé la même question en question des débris spatiaux, il n'y a pas de sanctions sans strict, il y a quand même une communauté d'acteurs qui se connaissent et se rencontrent suffisamment souvent pour pouvoir au moins, je veux dire, s'auto-juger, s'entre-juger. Donc voilà, l'année passée, qu'est-ce qui s'est passé? Tant de satellites arrivent en fin de vie, tant qui ont été désorbités, tant qui n'ont pas été désorbités, tel truc qui a été bien géré, tel truc, vous vous souvenez, il y avait une histoire d'Iridium en 2009, je crois. Messieurs Iridium, là, on vous avait prévu qu'il y avait un risque de collision, vous n'avez pas bougé, voilà, c'est 2000 débris en plus.
Ça ne va pas, ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va introduire un nouveau système, je ne sais plus comment il s'appelle, de messages d'alerte qui, à l'époque, n'existait pas encore, et maintenant est diffusé systématiquement. Il y en a des milliers, c'est un peu compliqué à gérer, c'est la folie, plus en plus. Mais donc il n'y a pas de sanction, mais il y a une espèce de communauté d'acteurs qui font que vous pouvez quand même montrer du doigt. C'est déjà pas mal. C'est un peu comme avec la Chine, quand ils ont signé l'accord pour les débris spatiaux pour faire en sorte qu'il ne reste pas un certain nombre de temps délimité. Je sais plus c'est combien, genre c'est 3 ans, je crois, après la fin de vie du satellite. Et que la Chine, juste après avoir signé l'accord, je crois 2 ou 3 mois après, ils envoient un satellite qui va rester 15 ans après la fin de vie. Oui, il n'y a pas eu de sanction parce qu'il n'y a pas de sanction. C'est difficile. On doit sanctionner un pays entier, en fait. Il y a plusieurs choses aussi qui sont assez difficiles à faire, c'est qu'il faut être sûr du délit, de la faute. Et alors, dans un cas d'un satellite comme ça, qui reste trop longtemps, on doit pouvoir le repérer avec une certaine certitude. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est difficile de dire, attendez, c'est pour ça qu'il faut avancer, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de loi. Juridiquement, il n'est pas encore assez loin, mais ça vient. Enfin, le COPUOS, je travaille là-dessus. Moi, le COPUOS des Nations Unies, c'est un consensus. Tous les pays sont d'accord. Et évidemment, les pays ne sont pas du tout d'accord, parce qu'ils pensent ils pensent à leur business national ou privé dans leur pays. Dans certains cas, dans le cas de l'exploité, savoir être sûr que dans le cas d'Iridium, là, ça a été suffisamment travaillé, où on sait que c'est bien un Iridium actif avec un Cosmos qui lui était mort. Mais dans le dessin de collision, est-ce qu'on est sûr que. Non, là, en l'occurrence, Iridium était en faute parce qu'on les avait prévenus et ils savaient qu'il y avait un truc qui arrivait pas très loin. On ne peut pas se retourner contre qui que ce soit. Mais imaginons une collision entre deux actifs. Bon, il faut être sûr que celui qui est en faute, c'est bien celui qu'on est en train d'accuser. Enfin, c'est un petit problème. Hein. Donc c'est vrai que même dans les sanctions, on n'est pas. Voilà, là, en l'occurrence, on n'est pas sur la route entre une collision entre une trottinette et un passant. Même quand il y a reconnaissance, il y a cette question là sur le chat de la Russie qui lance un missile sur un satellite pour le détruire, sur son propre satellite. Il y a eu des débris qui ont failli frôler l'ISS, je ne sais pas combien de kilomètres, je ne sais plus. Et là non plus, c'est clairement identifié, mais il n'y a pas de sanction non plus. Alors qu'il aurait pu avoir. Oui, mais le problème, c'est que pour avoir une sanction, il faudrait déjà s'être mis d'accord sur les sanctions. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir une réglementation internationale qui précise ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, et qui précise quel type de sanctions on applique en cas de faute. Et ça, on n'est pas. Il n'y a aucun papier, aucune réglementation qui précise l'erreur. Quand vous montez aujourd'hui dans le métro, on vous dit si vous ne portez pas un masque, c'est 135 €. C'est clair. Il y a une obligation et il y a une punition en cas de non-respect. Si tout à l'heure, même un fils m'arrête quand on sort de l'IPSA en disant vous n'avez pas le droit de porter une écharpe rouge, ça peut encore passer, je ne sais pas, une couleur, je dirais, mais attendez, monsieur l'agent, montrez-moi le règlement qui explique que je n'ai pas le droit de porter une écharpe rouge, comme il y a eu, je crois que c'est l'Ivry qui a eu des interdictions de port d'autres vêtements. Bon, bien, mais montrez-moi le règlement, parce que s'il n'y a pas un règlement avec. Et puis, si vous dites c'est 135 € d'amende parce que je porte une écharpe rouge, il faut que tout ça soit marqué. Or, tout ça n'existe pas dans le spatial. Il y a des codes de bonne conduite, il y a des invitations à être plus résilient, plus responsable et tout ça. Et puis, c'est vrai qu'on peut dire, ouais, ça ne se fait pas de tirer même un de ces satellites et de trouver autant de débris. Ok, mais il y a des propos dans le traité qui disent que nos activités ne doivent pas être. Même pas polluantes, on va entraîner des dégâts. Mais où se trouve la police, où se trouvent les sanctions, où se trouvent les amendes, à qui elles doivent être versées, qui va recevoir les amendes, tout ça n'existe pas. Donc on ne pouvait même pas, par rapport à la Russie, on pouvait même dire, c'est pas bien ce que vous avez fait. Et peut-être, alors, pour ça je donnais l'exemple
je crois que c'est à cette occasion-là, Iridium et Cosmos, où à la suite de cet accident, a été instauré un système d'alerte de collision plus élaboré et qui est vraiment largement répandu pour que personne ne puisse dire « j'étais pas au courant ». En l'occurrence, ce n'était pas une sanction, c'est même presque plus intelligent qu'une sanction. C'est dire, bon, la sanction, ça pourra venir un jour, mais continuons à donner des moyens pour éviter ce qui vient d'arriver. Et on voit bien, dans le cas des débris, j'en parlais un peu aussi récemment, c'est un des enjeux, c'est-à-dire que ça vous avez bien expliqué, il y a plusieurs manières de gérer la question des débris, depuis en produire moins dès le lancement, comme vous disiez, rester moins longtemps en orbite, protéger, et puis aussi savoir où il se trouve. Et tout le travail de repérage, de localisation, pour pouvoir à un moment donné dire attention, risque de collision, tout ce travail préalable de contrôle, de repérage, travail extrêmement long, fastidieux, les radars, les télescopes, les calculs, tout ça, je suis incapable de maîtriser, qui sont pour vous, mais pas pour moi, mais c'est aussi nécessaire. Donc il y a tout ça qu'il faut mener de front. En tout cas, il n'y a pas de... Voilà, s'il y a une sanction, il y aura encore du travail parce qu'il faut que ce soit établi, il faut que la règle soit admise. Sinon, je suis désolé, je sens la condition pour vous. Moi, je continue. Tant qu'on n'a pas dit que je ne vais pas voir, qu'on me dise pourquoi, Pourquoi sur l'espace? Il y a une question. Du coup, j'avais une question par rapport à la coopération internationale. C'est, à votre avis, à quel point la coopération internationale peut être acceptée en réalité? Déjà, maintenant, on peut voir avec l'ISS, c'est que avec les États-Unis qui décident de lancer avec leur propre lanceur plutôt que passer par Soyuz, alors qu'avant ils passaient par Soyuz. Et on peut voir que du coup la coopération internationale est un peu chamboulée. Et du coup, par rapport à ça, à quel point la coopération internationale pourrait être utilisée, ou alors au contraire, être pas utilisée pour aller sur la Lune ou plus loin même. Bon, c'est une vaste question. Je ne suis pas nécessairement compétent pour aller dans les détails, parce que je vois bien que quand je discute de cet aspect avec des amis, des collègues, l'aspect juridique là, est très important, enfin, politique et juridique. L'essai, c'est une très belle réalisation, comme je le disais tout à l'heure, parce que j'ai pas utilisé des mauvais termes en termes juridiques, mais il y a vraiment un plurilatéralisme, c'est-à-dire que chaque pays ou représentant de pays, comme le cas de l'ESA, qu'on porte fièrement, je m'en félicite. Je pourrais vous envoyer un badge du CNES, peut-être aussi pour le compléter si vous voulez. Ça serait très gentil. Alpha, c'est bien, c'est très bien. Voilà, un logo du CNES. Je vous donnerai votre adresse, je vous l'enverrai. Avec plaisir, merci. Et bon, les États-Unis, le Japon, l'ESA, enfin, sont dans l'ISS, la Russie, sont des partenaires à égalité. Ça ne veut pas dire égalité de moyens qui sont investis. Les moyens sont différents, c'est bien, mais quand même une forme de tant que possible d'égalité. On voit bien que dans les projets à venir, enfin, les projets plus que ça, dans le programme Artemis qui est en train d'être développé, là, les États-Unis jouent un autre rôle, c'est avec eux, et nous seuls qu'on fait un contrat, du bilatéral. Ce qui plaît beaucoup moins aux acteurs. Parce que vous êtes simplement en face des États-Unis, vous comme voilà, l'ESA ou la France, ou vous êtes en face du grand Manitou américain, et c'est lui qui domine et qui voilà, octroie des accords. Donc on est un système un peu différent, donc il faut être très attentif à ça. Ce qui est sûr, par rapport à votre question d'aller plus loin, de reprendre l'exploration ou la conquête, on voit bien qu'à côté de ça, l'Inde, bon, comme les États-Unis, vous n'avez pas entendu parler, l'Inde poursuit avec la patience chinoise son chemin spatial. Très belle réussite, très belle même première. La sonde se passe chez la Lune. Bon, il y a des coopérations, mais pas sur des programmes, pas sur le côté vraiment symbolique et stratégique de l'exploration. Je vois bien que ce matin, j'étais avec un collègue indien, et on évoquait rapidement, parce que c'est pour un autre sujet, mais l'Inde poursuit extrêmement vigoureux son programme de vol habité, et probablement pas en 2022, mais en 2023, le premier vol d'un Gagaino, comme ça en indien, c'est
ni astronaute, ni cosmonaute, ni taïkonaute, ni gagaïnaute. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, en tout cas, au moins un être humain indien dans l'espace. Là aussi, les Indiens ont de la coopération sur certains programmes, mais sur les deux programmes sont assez autonomes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut être peut-être un peu soucieux de la suite de l'histoire parce qu'on voit que ce qui s'était construit dans les années précédentes, entre autres avec l'ISS, c'était quand même une coopération, une cohérence et une forme de partenariat, un multi-partenariat, un peu écorné. C'est dommage. C'est dommage parce que, précisément, le spatial, en tout cas, nous a, dans le symbole, dans le signe, on voit l'espace, c'est le signe, même dans les signes anciens, quand on dit l'espace est patrimoine commun de l'humanité, ça ne tombe pas, si vous me permettez, du ciel dans les années 60. C'est que déjà auparavant, dans la symbolique et même dans le droit, le ciel qui est au-dessus de nous appartient à tous. Et notre exemplaire, c'est une expression, voilà. La terre, oui, on va la répartir entre les humains. Les enfers et le ciel appartiennent à tous. Et ça reste. Bon, aujourd'hui, c'est un peu mis en question. C'est pour compléter, merci beaucoup pour votre intervention. Pour compléter, je pense qu'on a été, jusqu'à présent, même l'ISS, on avait besoin de tout le monde. On a eu cette confiance de dire qu'on devait mutualiser nos connaissances et nos compétences pour arriver à, effectivement, alors, conquérir l'espace. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette étape, elle est achevée, elle arrive à la fin. Et que probablement d'avoir une position d'Elon Musk avec une approche très marketing, là, pour le coup, c'est accessible parce qu'on a les compétences techniques, parce qu'on a les connaissances et que finalement, ce que je n'ai pas, je vais le chercher en bilatéral comme on peut aller chercher un partenaire marché. Je pense qu'on est maintenant dans ce nouvel environnement mondial, hein, avec des acteurs qui vont y aller tout seuls, vous disiez l'Inde, la Chine. Et effectivement, c'est vraiment un changement complet de philosophie. Et que ça veut dire que l'espace est accessible. Et de façon presque individuelle. Hein. Or, quand on dit que c'est la propriété de l'humanité. C'est vrai. Mais cette évolution-là, je pense que nous sommes quelques-uns, même plusieurs, à la regretter. Parce que alors, quelle est l'étape suivante où on aurait besoin, effectivement, d'avoir cette confiance et ce besoin de multi-acteurs, multi-partenaires pour continuer à construire le chemin futur, finalement. Et ça, effectivement, cette réflexion, alors, en plus, vu l'actualité, on sent bien que on va faire un gros pas en arrière, alors qu'on pouvait être dans une dynamique, effectivement, là, de construction. Quelle est l'étape suivante et pourquoi on a besoin d'être tous ensemble vis-à-vis de cet avenir? Effectivement, c'est très problématique. Moi, j'avais juste une question. On a certains projets d'étudiants, notamment un qui me tient à cœur, qui s'appelle Mineo, qui est sur le minage des astéroïdes. Et c'est vrai qu'on voit que les États-Unis avancent énormément, la Chine également, et on a le sentiment que l'Europe n'avance pas sur ce sujet. Et alors, quand je vois que ce sont des étudiants qui prennent le sujet en main et qui essayent de porter ça, que ce soit au niveau des acteurs français et européens, quelle est la position de l'Europe? Pourquoi ça n'avance pas plus vite pour avoir vraiment être dans la course, finalement, de la conquête de ces astéroïdes, même s'ils appartiennent à l'humanité? Pour compléter, pardon, j'avais aussi la question parce que avec Mineo, ce serait comment on peut, vous avez parlé du profit, tirer profit du spatial, comment est-ce qu'on peut proposer à nos étudiants cette vision-là positive du spatial, comment dire, l'exploitation du spatial, mais positivement, parce que quand on parle de minage d'astéroïdes, moi-même, je me suis dit, est-ce que c'est bien? Parce que je me suis posé la question, est-ce qu'il faut le faire? Donc, juste pour compléter la question. Bon, d'abord, merci pour votre remarque. C'est vrai que, je ne sais pas si on va retourner en arrière, mais c'est vrai qu'il y a une étape à franchir. Oui. Évidemment, on n'est pas encore
réfléchir entre nous, hein, mais il faut bien des collègues qui sont plus peut-être dans l'action, un programme, les coopérations qui sont mises à mal, etc. Donc, il y a peut-être aussi nécessairement des opportunités à saisir, réfléchir à l'autonomie, les capacités nationales. Enfin, j'espère vraiment que ça peut être aussi une occasion, parce que là, voilà. Je pense qu'on était déjà dans un palier finalement. Oui. Donc il y a des. C'est vraiment dans cet état d'esprit. Il y a vraiment des choses à faire. Tu as compris, elle Oui. Et tout en réfléchissant, et c'est là qu'on arrive un peu sur cette question par rapport à l'Europe, c'est-à-dire que les questions du rapport entre le privé et le public, les questions même politiques entre les États démocratiques et les États qui le sont moins, la place de l'espace dans tout ça, c'est une question qui sont nécessairement à aborder. Je n'ai pas les capacités, mais par rapport à l'Europe, je ferai bien le coup à ma conclusion quand je dis l'espace, c'est à la fois un écran et un miroir. C'est que la difficulté qui n'est pas récente de l'Europe à se projeter dans l'espace, parce que nous faisons des choses. Hein. L'ESA, je suis en face avec l'ESA, la mission Alpha, oui, on fait des choses. Mais je pense que nous sommes largement en dessous de ce que nous pourrions faire. Mais ça fait longtemps. Mais c'est surtout quand les idées là, viennent de nos étudiants. Quoi. Donc, mais vous êtes, et quand je dis la chance du New Space, parce que c'est un mot qu'on avait du mal à prononcer dans le milieu officiel il y a quelques années, hein, parce que, bien sûr, mes collègues, moi je ne suis pas d'accord, mais n'ayant pas vu, si, ils avaient vu venir Musk, ils avaient considéré que c'était un petit rigolo. Dans 10 ans, vous êtes mort, avait-il dit, hein, on n'est pas. En grande forme. Donc, aujourd'hui, on peut nous utiliser le terme de New Space. On a même introduit dans l'organigramme du CNES, ce qui m'agace. En France, l'organigramme français n'a pas un terme de New Space. On n'arrive pas à se faire entendre. Regarde. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, oui, le New Space, si ça vous stimule, et si grâce à votre stimulation, vous nous stimulez pour les dernières fois qui nous restent, tant mieux. C'est à nous de vous aider à dans ce sens. Vraiment, il faut aller dans ce sens. Par rapport à l'Europe, la difficulté, c'est que, vous voyez, il y a longtemps, enfin, à votre échelle de temps, il y a longtemps, mais avant 2005, je crois, j'avais participé à une étude de l'ESA sur justement le futur des vols habités. C'était les vols habités européens en 2025. Très bien, génial. Alors, il y avait tout l'aspect technique, l'aspect scientifique. Moi, j'avais dit, vous voyez, 2025, c'est demain. Donc, vous parlez, les humains, enfin, les Européens qui voleront en 2025, ils sont déjà nés, ils ont déjà presque 10 ans. Hein, bon, ils ne quand même pas. Bon, ça fait depuis toutes ces années-là qu'on parle des vols habités. Mais on n'a rien fait d'autre, je ne minimise pas. On continue à suivre les vols de Jean-Pierre Hémeret, avec, on a eu de très beaux vols, et récemment avec Thomas Pesquet, et la sélection, on va sans doute, j'espère avoir un Français ou une Française pour la prochaine sélection. Mais il n'y a pas un programme, une annonce de Macron il y a quelques semaines à Toulouse qui soutient un programme européen de l'habité. Mais le problème, il est sans doute, je ne suis pas un analyste, mais plus politique. C'est-à-dire que la question, c'est de se projeter. Et l'Europe, depuis tout ça, vous savez bien, aussi bien que moi, les difficultés qu'on a en Europe, je ne suis pas du tout anti-européen, au contraire. C'est très difficile ce que nous sommes en train de construire. Il faut nous construire à la fois dans nos particularités de nos identités, c'est le drapeau français que vous avez à gauche. Bon, parce que quand Pesquet vole, il a le drapeau français. Autant que le logo européen. Et nos programmes sont toujours un peu avec un petit drapeau français. Mais je vous en ai envoyé un, mais je crois que vous l'avez déjà. Donc je ne l'enverrai pas. Je vous enverrai un autre. Je vais en envoyer quelques-uns en plus. Oui, donc il y a un projet derrière qui est un projet européen qui est compliqué. Et l'exploration n'est que le miroir de notre difficulté d'identité. Moi, je dis toujours, l'exploration, c'est un sujet très intéressant, philosophiquement parlant, sociologiquement parlant. C'est une question. Pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est utile d'explorer? Parce que d'abord, moi, ça appartient à l'être humain en lui-même.
C'est un mélange de curiosité et d'imagination. Si vous commencez à dire j'explore plus, vous êtes en train de réduire votre capacité d'imaginer et votre capacité de curiosité. Ça, c'est dangereux. Alors, on peut être raisonnable dans son exploration. Bien sûr, il faut être raisonnable. Il y a des risques, il y a des coups qu'il ne faut pas prendre, parce que ça peut être mortel, tous les sens du terme. Mais il faut absolument stimuler l'exploration. Et l'espace est un excellent moyen de stimuler l'exploration. Alors, ce n'est pas nécessairement que les vols habités. Il y a plein d'autres manières d'explorer aujourd'hui. Grâce au travail que vous faites vous, on explore à distance, de manière aussi bonne que si on y était. Mais c'est ça qui est en cause. Et là, l'Europe, elle est un peu à la traîne. On voit bien, il y a des tas de problèmes à gérer. On a vraiment où on se dit, est-ce que l'Europe a encore un sens? Il y a des gens qui la mettent en cause. J'ai une région où j'étais, parce que je suis plus souvent, mais à égale distance du Luxembourg. En France, étant à égale distance du Luxembourg, de la Belgique et de l'Allemagne. Cette zone-là, elle a un passé politique un peu compliqué, et plutôt dramatique. Dire qu'aujourd'hui, tous ces pays continuent à exister, et que je peux y aller avec la même monnaie, sans frontières, pour des gens qui ont vécu dans cet endroit-là, c'est un truc incroyable. Alors c'est purement subjectif, mais je sais en même temps que c'est très difficile. Donc c'est vrai que de ce point de vue, l'espace peut être une occasion, un motif, une impulsion pour apprendre à faire des choses ensemble, alors, du bilatéral, du multilatéral, tout ce que vous voulez, l'Agence spatiale européenne, l'Union européenne, enfin, tous ces trucs qui ne sont pas nécessairement faciles à gérer, mais c'est un motif qui peut nous stimuler, mais en même temps qui peut aussi révéler nos faiblesses. C'est ça la difficulté. Et aujourd'hui, le spatial nous révèle. Et on est bousculé quand même par le privé. Et voilà. Alors en plus, il faut gérer le public et le privé, en sachant que, me semble-t-il, à un petit niveau, il ne faut pas mélanger le privé américain avec le privé français. Je ne suis pas certain qu'aux États-Unis, bon, regardons même aux États-Unis avec le tissu industriel, le tissu économique, avec des gens comme Musk, des gens comme ça qui ont des moyens énormes, la NASA continue à exister. Est-ce qu'en France aujourd'hui, il faut sacrifier, comme certains voudraient, tous les systèmes d'État? Réfléchissons, parce que je ne suis pas certain qu'en dans le privé, nous ayons un privé, pas le privé d'État, pas le privé qui a l'habitude de travailler avec l'État, bon, okay, hein, qui n'existerait pas sans l'État. Mais est-ce que nous avons déjà le privé suffisant? Donc là, il y a des choses à évoluer, à faire évoluer qui ne sont pas très simples. Je ne dis pas que c'est simple. Mais il faut apprendre des autres le meilleur, mais savoir aussi que nous sommes pour un certain nombre de choses un peu différentes. Regardez le mode de fonctionnement de l'enseignement, comme ça. Il y a des évolutions à faire, sans aucun doute, mais faire une copie trop rapide de ce qui nous semble mieux marcher ailleurs, ça parfois ce serait peut-être un peu dangereux. Voilà, avec les lanceurs, aujourd'hui, il y a des projets qui ont du mal à tenir la route, parce que peut-être qu'ils ne sont pas nécessairement adaptés à notre tissu social. Mais bon, réfléchissez à l'exploitation des astéroïdes, réfléchissez effectivement à quoi vont servir, ou à quoi va servir l'exploitation des astéroïdes. Et ça, la question, elle se pose aussi. Parce que vous savez bien que la première motivation pour exploiter des astéroïdes, c'est de pouvoir voyager dans l'espace. De ne pas emmener depuis la Terre les réserves d'eau dont nous avons besoin dans l'espace et la réserve de tas d'autres choses, alors qu'elles existent dans l'espace. Alléger le départ des lanceurs et exploiter ce qu'il y a déjà sur place. C'est ça la première idée. Donc, ça veut dire que l'exploitation des astéroïdes, en termes même juridiques, sera d'abord une exploitation à des fins de voyage dans l'espace. Donc, quelque chose, c'est pas de dire on va ramener sur Terre, ça c'est ce serait la deuxième phase, on va ramener sur Terre, c'est eau précieuse, comme ça, on va faire le business terrestre. Donc il faudra déjà faire cette distinction-là. Ça peut, à mon avis, je ne suis pas juriste, vous le savez maintenant, ça peut entraîner des distinctions dans le traitement juridique et économique de ces ressources que nous exploitons. Me semble-t-il. Parce que la finalité, déjà, n'est pas la même. La finalité, c'est quand même une question qu'il faut poser. Exploiter, mais vous allez en faire quoi?
Pourquoi le faites-vous? Des réponses simples, mais même si elles sont simples, il faut les poser. Sinon, vous n'avancez pas. D'autres questions? sélection. Oui, De ce que j'ai pu comprendre, de comment vous avez décrit les lois dans l'espace. En fait, jusqu'à maintenant, l'espace était un peu un petit club resserré d'acteurs qui se connaissaient un peu tous. Et c'était comme ça que les lois étaient enforcées, c'est de manière assez implicite. Et avec le New Space, avec les nouveaux acteurs en termes de pays, est-ce qu'il ne serait pas temps de créer une organisation ou des lois concrètes pour gérer un peu l'espace, plutôt que du système de fonctionnement d'avant qui était plus implicite? Est-ce qu'il ne serait pas temps de créer des lois explicites avec des punitions des amendes, pas explicites aussi? Alors, peut-être que j'ai mal écrit la chose, mais il ne faut pas voir le droit spatial comme un petit truc dans un coin, entre copains, qu'on a signé en buvant des whisky, de la vodka ou du champagne. Hein. Au début, voilà, les trois puissances, on se partageait le cas, le champagne et whisky. Ces traités, ce traité d'espace, ces accords ont été signés au niveau des Nations Unies, dans un cadre international, avec aussi toute la rigueur et toute la pression et toutes les contraintes pour que ces lois soient vraiment considérées comme un bien commun en l'occurrence. Charge d'ailleurs aux pays, ce que peu de pays ont fait jusqu'à présent, de faire redescendre les grands principes spatiaux internationaux dans les lois nationales. C'est le cas en Angleterre, c'est le cas en France, il y a quelques autres pays, mais ils sont relativement rares, qui ont introduit le droit spatial international dans les lois nationales. On appelle la LOS, la loi de dimension spatiale, est une transformation, enfin une intégration des principes spatiaux internationaux dans la loi spatiale, en y rajoutant des choses qui sont nationales. C'est vrai, et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, vous avez raison, aujourd'hui, ça ne va pas jusqu'aux solutions. Donc il y a un travail, je pense, à faire déjà, qui est déjà fait, dans cette structure-là, dans ce contexte-là, avec ces acteurs-là. Certains disent qu'il faudrait créer une agence spatiale internationale. Nous en sommes très loin. Encore plus loin aujourd'hui qu'hier. Et qu'en est-il de tous ces acteurs privés? Est-ce que, de fait, eux, ça les intéresse d'entrer dans une organisation ou avec une loi internationale et de discuter tout ça? C'est pas certain. C'est pas certain du tout. C'est ça l'enjeu. C'est qu'ils veulent bien aller écouter un peu leur gouvernement parce que ils font des contrats avec. C'est un tas de contrats avec la défense, avec le NASA, et il fait son business entre autres avec ça. Il a lancé son business grâce à ces contrats. Donc, à ce moment-là, que le gouvernement américain lui impose ces petites choses, ça l'ennuie. Après, c'est qu'il pense se débâtir en se moquant tout à fait du droit de l'environnement du coin. Donc là, c'est bien un peu trop difficile, donc apparemment, on peut peut-être dépasser sa fusée. Bon, vous voyez, donc déjà, et pourtant il y a des sanctions, et pourtant il y a des millions, mais ça ne dérange pas de payer des millions. Donc, vous voyez, je suis un tout petit peu dubitatif quant au fait que les nouveaux acteurs, en tout cas les privés, viendraient volontiers discuter sur des lois à introduire. Les libertariens, toute cette idée d'une entreprise privée avec la liberté des choses, tout en utilisant des contrats publics, il ne faut peut-être pas perdre du temps à venir discuter sur une table avec l'administration américaine ou la convention internationale. Donc il faut vraiment, vous avez raison, on en parlait tout à l'heure, continuer vraiment à aller plus loin dans la réglementation, dans du droit, dans des traités, des choses qui engagent dans la place des pays. Et ça, c'est difficile. Parce que même si nous évoluons, enfin, comment dire, nous passons dans des chapitres successifs de l'histoire, je oublié d'évoquer ce principe par l'état de lancement, c'est que la responsabilité des activités spatiales revient toujours à un moment ou l'autre aux États duquel les activités spatiales sont parties. Donc, il y a quand même Musk tout à fait d'accord avec ça, c'est que la responsabilité finale, si vraiment il y a un pépin, on peut toujours se retourner
en dernier recours, vers l'État. Quand il faut payer des factures, tout le monde est d'accord. Donc, en même temps, c'est donc aux États aussi de développer, d'être des animateurs par rapport à l'évolution de ce droit. Je parlais de ces juristes, ce groupe qui travaille dessus, c'est un groupe qui est essentiellement constitué de représentants publics, universitaires ou administration, mais aussi, et c'est un de leurs succès, aussi des représentants du privé. Tout ça reste encore modeste, mais au moins c'est un premier pas, un premier élément de construction de ce que vous désignez à juste titre. Mais je pense qu'on ne peut pas complètement oublier ce qui a été fait. Au contraire, il faut en profiter. Ça existe. C'est au moins un repère. Même quand on fait un petit peu d'histoire, même dans l'histoire des sciences, quand il y a une révolution, je vais évoquer en passant celle de Galilée, Copernic, Galilée et Kepler, même une révolution, ça part toujours de quelque part. Il se détache de pensées anciennes, mais j'allais dire, il s'en écarte. Pour s'en écarter, il faut quand même qu'elles existent. Sinon, vous vous acquitterez de rien, il n'y a pas de révolution. C'est un peu la même chose en droit, il faut évoluer à partir de ces principes. Il y a une question en amont par rapport à la conférence, c'était est-ce que le futur de l'exploration spatiale ne serait pas de combler le manque de données accumulées depuis 65 ans, notamment par rapport à la diversité des personnes sélectionnées dans le but de représenter l'humanité dans sa globalité? Oula. Mais tu ne peux pas sélectionner des personnes juste parce qu'ils sont dans la diversité. Le but, c'est de représenter la plus grande diversité, pour avoir un plus grand échantillonnage. Non mais attendez, oui. Parce que je ne suis pas tout à fait compris la question. Vous posez par rapport aux astronautes, oui, ou aux galéanotes. Oui, déjà, il y aura des galéanotes. Non, il y aura des Indiens. On a déjà eu. Non, mais bon, c'est une très bonne question. La semaine dernière, j'ai assisté à une communication sur les personnes handicapées dans l'espace. Et je comprends très bien le désir d'ouvrir l'espace à un nombre de personnes plus divers et donnant une image toujours plus complète, si tant est qu'on puisse l'avoir, de notre humanité. Donc, vous avez oublié que quand l'ESA sélectionne des astronautes, des cosmonautes, c'est censé plus des astronautes que des cosmonautes dans le moment, parce que j'ai un peu de virus. Donc, des astronautes, en attendant que peut-être un jour des vaisseaux européens, dans le temps, c'est quand même lié à des missions. Donc, la question, c'est de remplir une mission dans certaines conditions. Donc, bien sûr qu'il y a un souci de pouvoir élargir, de pouvoir, par exemple, la sélection de personnes qui ont un certain type d'handicap, parce qu'on n'est pas encore prêt à accueillir tout le monde, parce que, là encore, c'est la mission qui a accompli. Alors, ils sont représentants de l'humanité, c'est un terme qui est assez particulier, donc très juridique, quand on nous parle de droit. Bien sûr, on voit bien le souci de représenter au mieux l'humanité. En même temps, on ne peut pas être un miroir complet de l'humanité. On ne peut pas être un miroir de chacun des milliards. Donc, je pense que les astronautes sont conscients de ça. Ils sont très conscients. Ne serait-ce que dans le miroir qu'eux-mêmes sont par rapport aux autres. Enfin, la rencontre, voilà, on voit bien avec le charisme de Nathalie Pesquet, qui justement à la fois rencontre tout à chacun dans l'université, etc. Et en même temps aussi concentre beaucoup sur la jeunesse, c'est normal, rêve, espoir, questions, etc. Mais comprenez bien, jusqu'à présent, on est. Bon, alors, il y a le cas du tourisme spatial qui se développe, je vais dans un instant. En tout cas, dans les missions publiques, portées par l'ESA, portées par la NASA, portées par d'autres, c'est quand même des missions avec une finalité particulière. Et la sélection, elle peut effectivement intégrer des éléments de diversité culturelle, mais en même et c'est fait de plus en plus, mais en même temps, c'est quand même lié à une certaine mission, dans certaines conditions. On discutait à un moment donné, parce que
quand j'ai rencontré quelques astronautes, j'avais rencontré Jean-Jacques Favier, donc un astronaute français. Lui, astronaute qui s'est volé sur la navette. Il m'avait dit, bah oui, j'ai volé sur la navette parce que c'est un des rares chercheurs français, même peut-être le seul chercheur français, dit oui, d'une certaine manière, mais lui a volé avec son expérience. Il avait monté l'expérience au CEA et il a pu monter avec l'expérience qu'il avait conçue. C'est assez rare. Et il avait volé sur la navette parce qu'il était trop grand pour rentrer dans une capsule solide. Donc il pouvait dire, attendez, ouais, je ne veux pas. Ah oui, non, mais il y a aussi des contraintes comme ça. Moi, je comprends. Même la navette m'aurait été interdite. Plus autre chose. Voilà. Alors, le tourisme ouvre des choses. Avec la sélection est sans doute moins drastique. Et l'équipage de Inspiration 4 est intéressant de ce point de vue-là, bien sûr, ça faisait aussi partie du deal, d'avoir une variété qui était assez bien réussie. Et à la fois, bravo et tant mieux à ceux qui ont fait ça, parce que bravo, parce que vous avez quand même osé le faire. Je ne sais pas si vous partiriez dans un métro de la Mi-14 automatique autour de l'espace pendant 3 jours en disant il n'y a pas de chauffeur à bord, il n'y a pas de steward, il n'y a pas d'hôtesse, débrouillez-vous. On vous a juste appris, en quelque part, vous tirez cette planète-là, vous serrez les dents et vous avez un parachute. Voilà, vous prenez la Mi-14 la prochaine fois. Bon, je pense que les premières fois qu'on appelle la Mi-14, vous voyez les gens qui gardent les vents sans les passer. Donc, eux, c'est ce qu'ils ont fait autour de l'espace. Bravo quand même. Déjà, ce qu'on peut leur demander, dans la diversité qu'ils représentent, qui n'est jamais totale. C'est un philosophie, il faut leur connaître. Vous êtes unique, nous sommes chacun unique. On a plein de points de ressemblance, mais aussi une singularité. C'est que ceux qui ont aujourd'hui la chance, le culot, tout ce que vous voulez, la possibilité de monter là-haut pour faire un petit tour, nous en parlent. C'est moins le minimum. Sont-ils des explorateurs, tout ça, on peut discuter pendant longtemps, avec les étiquettes, vous avez droit à l'opins, vous n'avez pas droit au pins, vous avez droit à un pins astronomique avec juste suborbital ou avec un rond, parce que vous avez tout autour de la tête. Enfin, tout ça, je ne raconte pas de bêtises, hein, c'est quand un astronomie, vous regardez le pins qu'il a et vous allez savoir ce qu'il a fait. Tout ça, c'est. Mais parlez-moi de ne répétez pas ce que j'ai déjà entendu 550 fois. 560 fois. Non, ne me répétez pas ce que je peux entendre 600 fois. Racontez-moi ce que vous avez vécu. Demandez-moi ça. Soyez très, très dur avec eux, parce qu'ils vont vous raconter des trucs qu'ils ont appris. Ça ne veut pas dire qu'ils ne les ont pas vécus, mais ils répètent des mots, ils répètent des expressions qu'ils ont entendues de leurs anciens. Overview effect. Allez. D'abord, on parle français. Puis, dites-nous comment vous l'avez dit dans vos tripes. C'est ça qui est intéressant. Là, vous serez vraiment des représentants de vous. Quand vous serez vous. Et là, c'est bien le tourisme spatial, en dehors de toutes les questions qu'on peut poser, les questions de pollution, les questions de coût, etc., qui sont des questions intéressantes. C'est là que pour moi c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils ne me répètent pas ce que j'ai déjà entendu, répété depuis 60 ans. Ne me dis pas qu'elle est belle, c'est ce qu'a dit Gagarine au moment où il était le premier à avoir dit. Maintenant, on le sait. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon. Ne dis pas ça tout de suite, sinon ils ne viendront pas. Merci, monsieur Arnoux. Je pense qu'on va arrêter la conférence. On va notamment rejoindre l'amphithéâtre à 16h. On a répondu à vos questions. Il y a des lèvres qui brûlent encore. Ça va. Un grand merci. Peut-être Valérie. Oui, merci. Merci beaucoup, effectivement, pour cette conférence passionnante. Moi, j'ai appris plein de choses et je trouve que c'est vraiment instructif et j'adore l'histoire des sciences et encore plus du spatial que j'ai découvert parce que je ne connais pas tout. Et j'espère que ça vous a plu. Et vous allez pouvoir même peut-être avoir quelques échanges en aparté comme ça. Merci à tous et je voulais vous dire merci. Évidemment, je reste à votre disposition si vous aviez dans certains projets d'étudiants
On va en parler. Vous savez, les coordonnées du CNES, c'est facile. Hein, le prénom, le nom, CNES.fr, vous avez tout le monde. Donc, ceci étant vrai pour évidemment ceux qui sont ici à Paris, mais aussi ceux qui sont à Toulouse ou à Lyon. Aujourd'hui, c'est tellement facile d'avoir des conversations en visio. Pour moi, c'est une des grandes découvertes. Grâce au Covid, hein. Oui, c'est une belle opportunité ce Covid. Bon, c'est terrible pour les étudiants. Alors, sachez qu'on a vraiment beaucoup pensé à nous. Mais continuez à utiliser ce moyen-là parce que vous avez compris, je me pose des questions et j'attends beaucoup de vos questions. Et puis un petit clin d'œil simplement, bonjour à Clément. D'accord. Okay. Clément se reconnaîtra. Merci beaucoup.